Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le plus des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Et bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le 30 janvier 2018 et bienvenue à votre émission hebdomadaire. Trompe-toi pas dans la date. Chien fou, oui le 30 janvier. Alors, bonsoir, nous espérons que vous avez passé une agréable semaine qui fut encore une fois remplie d'actualités et de rebondissements. Chose que nous allons couvrir en masse ce soir, puisque les chiens et les rebondissements, nous apprécions beaucoup. Nous aimons courir après la baballe. Donc... OK. Alors, sans plus attendre, on commence notre émission en faisant notre traditionnel tour de table pour voir... ce dont quoi nos chroniqueurs vont aborder ce soir comme sujet. Alors, et on commence tout de suite avec... M. Bénard, il va nous raconter qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Oui. On va pogner un petit peu. M. Bénard est concentré sur la console. Alors, on commence tout de suite avec Éric, M. Dubé. Salut, ça va bien? Ben oui. Ben, qu'on a entendu comme faire des petits japs. Oui, c'est ça. Fait que, donc... J'aime ça m'exprimer. T'as passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une très belle semaine, toi. Ah oui. Les jeunes ne sont pas trop fébriles en cette fin d'étape. Oui, quand même. Ça ressort pas mal à l'école, mais je pense que c'est dans toutes les écoles comme ça. Oui. Je te dirais que c'est un phénomène plutôt répandu. D'ailleurs, ça a défrayé la manchette cette semaine abondamment. J'en ai entendu parler. J'ai lu le texte en question. Avec la fameuse suppléante là, qui a fait plusieurs écoles au sein de notre commission scolaire, donc, et qui s'est servi de cette expérience d'un mois qu'elle ne savait pas au bout de 2 semaines si elle allait être capable de survivre au mois. Et c'est pas la première fois. Hein? C'était un bon portrait quand même qu'elle a fait. Là. Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé aussi qu'elle a quand même brossé. Bon, étant mission commandée, c'est pas une job qui est faite pour tout le monde, on va se le dire, là, mais elle a eu aussi des plus belles expériences, puis elle n'en a pas abordé. Je sais qu'elle est venue à quelques reprises à mon école secondaire, là où j'enseigne, et elle a remplacé comme certains collègues qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que ça s'était déroulé comme un charme, justement, avec elle puis avec les élèves. Là. Elle a quand même nommé qu'il y avait eu, je pense, une semaine de répit sur les 4. Mais il faut préciser que dans le reportage, elle disait, par exemple, elle faisait mention que effectivement, comme par exemple avec les groupes de secondaire 5, que c'était beaucoup plus facile et bon. Donc, je veux juste faire un petit aparté Petite salutation. Tu veux-tu savoir de quoi que je vais parler aujourd'hui? Oui, c'est là que je m'en allais. Okay. Ben écoute, moi je vais vous parler du documentaire Bye de M. Alexandre Taillefer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a je pense que c'était avant les fêtes que ça a sorti ou juste après les fêtes. C'était Bye B-A-I-L ou Bye B-Y-E? B-Y-E, en fait, c'est le documentaire sur le suicide du fils d'Alexandre Taillefer. Ah, OK. Et puis, écoutez, moi, je vais, comme on est toujours à la radio Infocité, je vais probablement vous parler de choses que vous n'avez sûrement pas entendues sur le documentaire Bye. Okay, je vais faire une analyse un petit peu plus approfondie de mes observations puis de ma perspective aussi comme éducateur. Il faut dire que ce documentaire-là, tu parles du suicide, mais c'est en raison de la dépendance. Exactement. C'est qu'il y a une corrélation qui est faite avec la dépendance au jeu. Il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées, mais ne sont pas nécessairement abordées là-dedans. Puis moi, je vais en parler, je vais y aller de front. Ça va peut-être pas plaire à des gens, mais c'est sûr que je vais controverse. Oui, c'est ça. Non, mais on aime ça. C'est correct. On aime ça au chien fou, la controverse. On réfléchit et on analyse. Hein? C'est bon, ça. C'est excellent. Tu sais, quand tu as une controverse sur le coin de la rue, imagine-toi 4 chiens fous ou 5, là, si on compte le technicien et celui qui est au téléphone, ben c'est sûr qu'on se dirige vers la controverse. Hein? Oh oui. La théorie du complot de chien. On veut pas d'amalgame avec Justin Trudeau et la patte de chien. Ouh! Et là, ça va bien, hein? Oh que oui, quoi. Oui. Et qu'on a un bon
premier ministre. Hein? On poursuit avec notre deuxième chroniqueur qui est, comme à chaque semaine, avec nous en ligne, donc un petit peu plus au nord de nos studios, et j'ai nommé Bob Sirois. Alors, Bob, tu es avec nous. Je suis avec vous, messieurs. Bonne soirée, salut. Bonne émission aussi, puis salutations à tous nos auditeurs. Écoute, Bob, donc, cette semaine encore, il s'en est passé des choses là au niveau sportif, que ce soit au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Tu nous parles de quoi cette semaine? Ben, je ne parlerai pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé, mais de qu'est-ce qui s'en vient. Oh! À partir du 9 février jusqu'au 25 février, en Corée du Sud, à Pyeongchang, c'est les Jeux olympiques d'hiver, les 23e Jeux olympiques d'hiver. Fait que préparez-vous, messieurs, madame, tout le monde, le drapeau rouge sang du Canada va être partout. L'unifolier va... Soyez assurés d'une chose, quand les athlètes québécois vont remporter des médailles, Radio-Canada, RDS et tous les journalistes, première question qu'ils vont poser à nos athlètes, êtes-vous fiers de porter les couleurs du Canada? C'est sûr. Vous voulez que nos athlètes répondent. Ben oui, on est bien contents. Alors, je vais faire un genre de petit compte-rendu des derniers Jeux olympiques, de qu'est-ce qui s'en vient, du classement du Québec dans les médailles comparé aux autres nations qui y participent et comparé même au Canada. Et plusieurs choses qui se sont produites contre les Québécois, à l'encontre des Québécois, dans les derniers Jeux olympiques et dans ceux à venir. Ça va arriver encore une fois. Ne nous trompons pas, mes chers amis. Comme toujours, très hâte de t'entendre. Donc, ça va être autour de 8h05 qu'on va pouvoir t'entendre nous parler donc de ces Olympiques et des athlètes québécois qui y participeront. Alors, c'est un rendez-vous pour nos auditeurs. Je parle avec mon vieux Claude. Salut. Comment ça va? Je vais rendre hommage à André Arthur. Il s'est là maintenant. Là. Oh! Oui. C'est pas de tes affaires, comment je vois. Je pensais que tu étais pour nous parler d'un boulevard ou... Oui, c'est ça. Je voulais y rendre hommage parce que il a été démissionné. Oui, il a été démissionné. Oui. Mais s'il veut, il peut se trouver un travail dans un job communautaire. Vous savez, André Arthur, qui est détestable par son côté très fédéraleux, est quand même, il faut le dire, là, c'est un gars qui a le tour à la radio. Lui, là, c'est un pilier de la radio. Jamais posé, divisé, il sait comment ça marche. C'est un pilier de la radio de Québec. Oui, c'est ça. S'entendre. Donc, quand même, tu sais, moi, je peux pas dire que j'aime ce que lui va dire, mais dans la forme, j'invite ceux qui veulent faire de la radio, entre autres, là, il y a des Gilles Proulx, des Joël Lebigot, et quand même, je dois le mettre dans le palmarès là, des bons animateurs québécois. Oui. Dans la forme. D'accord avec toi. Même toi, Éric? Ouais, même si c'est un fédéraliste. Non, on parle de la forme. Non, mais il faut être capable de reconnaître à nos adversaires des qualités. Là, oui, il faut. Parce que, honnêtement, si on le fait pas, on se discrédite un peu nous-mêmes. Bien joué, bien dit. Claude, à part de ça, tu vas nous parler de quoi à part d'André Arthur? Ben, ma marotte, ce n'est pas que les intersectionnalistes, c'est plus largement, on va parler d'un incluant, c'est les libatards, des termes qu'on a traduits. Hein. C'est libtards, oui. C'est on pourrait dire, pour que les gens comprennent, les progressistes, régressistes, gauchistes et tout ça. Mais faut la gauche régressive. Aux États, la gauche régressive, mais excessive. ici, il faut faire très attention. Quand on parle de la gauche, à quelqu'un qui est vraiment de gauche, je vais dire, oui, mais les gens dont tu me parles ne sont pas de gauche. On s'entend, là. Non, c'est des régressifs. Mais ces libtards-là sont partout sur nos médias, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Et il se trouvait que en voiture, j'écoutais le 98.5, je crois que c'était pas plus tard qu'hier, je crois. Puis, j'ai entendu la chronique complète là, de José Blanchette et j'ai pu... C'est-à-dire, en l'écoutant, ça doit durer même pas 12-13 minutes, ça, cette chronique, peut-être juste 8 même. Ouais. Et je savais ce qu'elle allait dire d'avance tellement je connais leur discours de libtards. Donc, nous, on a traduit ça libatardé et c'est ce que je vais décortiquer avec vous aujourd'hui. On va vous faire entendre les segments. Et je vous le jure, là,
c'est sûr que j'ai écrit rétroactivement, c'est-à-dire après, mais c'est toutes des choses que je pensais avant que la phrase arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu vas vraiment tirer un vilain plaisir dans oui, j'aime ça parce qu'ils sont tellement pas bons. Je déteste les libetardés, donc je les méprise. Puis, c'est parce que je les méprise, mais dans le cas le plus faible, c'est qu'ils sont juste niaiseux. Mais dans la plupart des cas, ils ont leur agenda à pousser. Donc, ils sont les idiots utiles d'un certain ordre politico-économique. Et c'est ça que je dénonce quand je dénonce les libetardés. Écoute, oui, pour ma part, parce que j'ouvre la marche, comme vous le savez, c'est la tradition. Je vous parle de quelques sujets. Je commence, vous savez, on a eu Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Oui, dans les années 80, 90, hein, Arnold, qui avait fait des films, qui est devenu après le Governator. Et après avoir le Gouvernator, le Terminator, je vous présente, mesdames et messieurs, le Récupérator. Alors, il s'agit de Duchesneau, donc, qui a repris du service au sein de la ville de Saint-Jérôme. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de Justin Trudeau, l'indigne et dingue, qui fait des siennes, qui a fait des siennes hier, donc lors de son discours. Je vous parlerai aussi de Philippe Couillard, qui a reçu une belle claque sur le museau, et dire qu'il la méritait, un petit peu avec le dernier sondage qui a été publié, et qu'on a passé sous silence. Hein. On dirige toujours ça du côté des péquistes. Mais je pense que c'est quand même digne de mention. Ensuite de ça, Véronique Yvon à la rescousse d'un lysé aux soins palliatifs. Point d'interrogation. Je m'interroge à voix haute. Là, j'entends déjà comme caqueter dans les oreilles des gens qui m'en veulent de dénoncer de tels propos. D'être rendu à la CAQ, que tu caquettes? Oui, c'est ça. Je me suis délecté d'une de nos auditrices qui mettons, t'attaquait sur... écoute, là, j'ai failli intervenir pour lui dire « Lâche pas, Mireille! » Il était écœuré un peu, mais j'ai dit je vais le laisser se dépatouiller. Écoute. Bon, il faut juste préciser aux auditeurs que ici, on est... en tout cas, pour ma part, je suis un péquiste désœuvré. Parce que ça fait longtemps que je critique le PQ, mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. Puis notre animateur ici, il décide d'aller faire un petit saut, tout en restant nationaliste, indépendantiste, d'aller faire un petit saut du côté de la CAQ. T'es pas très tu fais pas dans le prosélytisme, t'essaies pas vraiment de convaincre les gens, mais tu sais, toi, t'as fait le choix de faire un essai, tandis que moi, ce que je parle pour moi et pas pour les autres chroniqueurs, je suis toujours au PQ, mais je suis assez désœuvré. Moi, je vois la possibilité d'un deuxième beau risque, là, puis je m'enligne sur la longue balle. Choisis le moindre mal. Non, je m'enligne sur la longue balle. Je suis conscient de la réalité du terrain. Je suis conscient du pouls de la population. De toute façon, on s'en rejasera tantôt, si vous voulez. Là. Mais, regarde, on va prendre la discussion. Je vais juste partir ta toune. Jouons avec ça. Et, attends une minute. Et si on a le temps, j'avais un dernier sujet. PQ, se métamorphoser, un exercice possible? Point d'interrogation. J'ai hâte d'entendre ça. Donc, arrange-toi pour avoir le temps. Oui, j'espère. Oui. Je l'espère bien. Alors, Télésino, s'il te plaît. Il te reste 5 minutes. Alors, moi, je pense que je vais commencer par un petit coup de chapeau. Hein. J'aimerais souligner le bon coup là, du maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, qui a embauché il y a de cela quelques mois Jacques Duchesneau, donc ancien député de la CAQ, justement, ici à Saint-Jérôme. Tiens donc. Le réseau. Fallait qu'il renomme le nom. Bon, le nom du parti. Non, mais écoutez, là, vous m'avez tordu le bras, les boys, là, donc j'avais pas vraiment le choix. Alors, donc, Jacques Duchesneau, qui dirige un bureau d'inspection générale comptable afin de tenter de rapatrier des fonds qui auraient été donnés, disons...
Certains diraient frauduleusement, j'irai pas jusque-là parce qu'il y a toujours gonflé les factures. Oui, c'est ça. Il y a des factures qui ont été enflées délibérément pour des montants très, très importants auprès de firmes d'ingénieurs notamment, mais aussi de cabinets d'avocats, donc de divers services professionnels auxquels la Ville a eu recours durant les mandats successifs de l'ancienne administration municipale. Et M. Duchesneau, donc, après quelques mois seulement, nous annonce qu'il a récupéré plus d'1 million de dollars pour renflouer les coffres de la Ville. Vous direz, 1 million, c'est pas une si grosse somme, mais symboliquement, c'est tout à fait à son honneur d'avoir posé ce geste et d'avoir réussi donc à rapatrier ce montant. Alors, je tenais vraiment à féliciter M. Duchesneau donc, pour cet accomplissement et il continuera, j'en suis certain, à faire autre chose. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, j'ai entendu dire une rumeur comme quoi, dans les appels que cet organisme-là, c'est le BIP, comment on appelle ça, le bureau de... Attends une minute, je vais trouver le nom. Là, le nom continue. Donc, j'aurais entendu dire que parmi les appels qu'on reçoit à ce bureau-là, on reçoit aussi beaucoup l'appel de gens qui proviennent d'autres municipalités. Oh! Même d'élus d'autres municipalités, c'est-à-dire qu'on nous jalouserait, on nous envierait ce programme-là dans d'autres municipalités. C'est le BIPA, donc c'est le Bureau de l'intégrité professionnelle et administrative. C'est ça, parce que ce qu'il faut dire pour un genre d'organisme comme ça qu'on met en place, puis ici on est à Saint-Jérôme, on est assez innovateur, c'est que quand n'existe pas ce genre de truc-là, c'est que, autrement dit, ce que je veux dire, ça fait apparaître au grand jour un phénomène. C'est-à-dire, quand il y a nulle part où te plaindre, je vais vous donner un exemple. Tu entres quelque part, puis tu vois que ça fait une semaine que quelqu'un travaille sur le toit de ton école. Puis là, tu parles avec quelqu'un qui dit, moi, mon chum, il travaille dans une compagnie, puis ça prend une journée faire ce qu'ils font en 2 semaines. Là, tu te poses des questions. Mais à qui tu vas aller te plaindre? Ça n'a aucun sens. À qui tu vas aller te plaindre? Personne. Mettons à ton boss, au sous-boss, qui a peut-être donné le contrat, de quoi, hein, ils vont te regarder, ils vont dire de quoi. Tu lances tellement une bonne question avec ça. Tandis que là, un genre d'infrastructure comme celle présidée par Duchesneau, la personne appelle là, puis les vérifications se font. Oui. Donc, s'il y a matière à enquêter, ils enquêtent, puis s'il n'y a pas matière à enquêter, ils vont pas plus loin. Comme un organisme indépendant qui fait... C'est comme à Montréal, le vérificateur. Oui, le BIG. Le Bureau d'inspection générale. C'est semblable? C'est un organisme qui est semblable, comme indépendant? En fait, je me demande quelle est la largeur de son mandat, parce que dans ce qui est... Pour l'instant, là, c'est plutôt un rôle de regarder dans ce qui s'est fait dans le passé. Est-ce que ça fait aussi partie de son mandat que de faire des vérifications au fur et à mesure? Je serais porté à te répondre oui, mais il faudrait que je fasse des vérifications additionnelles là, pour pouvoir te donner une réponse définitive. L'important, c'est de faire attention parce que quand ça devient très, très, très politique, des fois, cet appareil-là peut se gangréner. Exactement, c'est ça que je pensais. Frauduleux. Donc, je sais que ces gens-là, Duchesneau et compagnie, sont très, puis pour connaître le bonhomme, là, un peu, là, sa philosophie, qui sont eux-mêmes interpellés par cette idée-là qu'ils vont devoir tôt ou tard eux aussi être vérifiés. Comprenez? Donc ça, c'est tout à fait normal. Je ne possède pas de tuyau pour dire ça. Je le sais qu'il le pense. Parce qu'il a déjà pensé à ça à voix haute. Je l'ai déjà entendu par les années passées. Donc, félicitations, M. Duchesneau. Petit coup de gueule maintenant. On parle de Saint-Jérôme. Là, on va vous parler de Montréal. Mairie, toujours, on reste au municipal. Valérie Plante. Valérie Plante qui... Comme dit notre fondateur, François Saint-Louis, quand tu ris comme ça, là, c'est parce que tu sais pas quoi dire. Quand tu es arrivé comme ça par rien devant les journalistes, là, c'est parce que tu sais pas quoi dire. Ah non, écoute... Tu ris pour gagner du temps. Donc, elle a arrêté de rire. Elle a tellement piqué du nez, là. Écoute, avec une succession, vous savez, avec l'histoire du budget, l'enlèvement de la glace à Montréal, de la neige et de la glace cette semaine, oh, ça va fondre. Au mois de janvier. En plein mois de janvier. Oh, il va y avoir un redout, ça va fondre. T'as un banc de glace, Simonac. Oui, mais c'est tellement stupide. T'as entendu l'entrevue qu'ils ont fait avec le maire d'Anjou? Oui. Puis là, il va être pénalisé, lui, là. Ils ont tout enlevé, eux autres. Puis ils vont être pénalisés parce qu'ils ont tout enlevé. Parce que il faut que tu attendes la ville-centre
que la ville-centre donne le OK pour ramasser la neige. Donc, tout ce que tu peux le faire, toi, en tant qu'arrondissement, c'est faire des tas de neige et attendre que la ville te donne l'autorisation pour débloquer les budgets pour le transport de la neige à l'extérieur. J'écoutais Doré, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis moi, depuis le temps, parce que je sais qu'ils font cette technique-là, il y a 2 techniques qui sont possibles pour l'enlèvement de la neige. Soit tu ne l'enlèves pas pantoute, soit tu l'enlèves. Tu peux pas. Cette technique-là, dire que il va faire chaud pendant 2 jours, là, c'est tellement stupide. C'est être tellement bête. C'est être tellement idiot. Parce que, écoute, là, il l'a dit. Moi, je le dis depuis longtemps. C'est simple parce que je sais comment ça marche de la neige et comment ça fond. Hein. Tu peux pas dire, j'enlèverai pas la neige parce que dans 2 jours, elle va fondre parce que ça va être pire. Ça va couler. Ça va faire déborder les aqueducs. Ben oui. Ça va faire des plaques de glace. Fait que l'idée, là, c'est de tout enlever la neige. Et quand ça fond, ben là, ta petite plaque de glace, elle s'en va. Là, l'eau peut s'écouler. Et c'est ce qui expliquait le gars d'Anjou. C'est tout à fait logique. Donc, ce que je dis, arrêtez de nous entuber avec cette histoire-là. On va peut-être essayer de jouer avec la météo puis faire des tables de concertation avec des gars qui check la météo à la seconde, vous nous niaisez. D'ailleurs, les bancs de neige à Saint-Jérôme ont été retirés. Absolument. Plante, Doré, son bras droit, toute cette gang-là, font l'apologie de l'importance de l'environnement au nom de cette administration-là. Ils se dépêchent à dire à quel point c'est fondamental de contrer les changements climatiques qui vont investir dans les prochaines années des dizaines de millions de dollars pour contribuer à prévenir ça à l'échelle municipale de Montréal. Donc, tu es prête à investir des dizaines de millions pour le futur, mais tu n'es même pas prête à contrer le climat actuel. T'as un banc de neige, hostie, enlève-les. T'es prête à empêcher qu'il y ait un banc de neige dans le futur, mais t'es pas prête à prendre l'argent, là, live, pour contribuer à améliorer la vie de tes résidents. Hey, la grande, t'as été élu par les Montréalais et les Montréalaises dans un but. Administrer la ville pour maintenant. Pas pour dans 50 ans, pas pour dans 100 ans. Là, maintenant, en direct. T'as absolument raison, mais je le répète, il y a 2 techniques, puis il y a une technique qui est bonne. C'est de laisser la neige là. Il y a des endroits où tu peux dire, OK, là, pour cette fois-ci, la neige va rester là. On va dégager juste un trottoir. Non, mais c'est correct. Puis, l'autre côté, ben là, vous traversez la rue. T'sais, donc, ça peut créer des problèmes. La règle du gros bon sens. La règle du gros bon sens. Mais cette idée-là, d'avoir des gens, puis moi, je serais curieux de voir à Montréal, par exemple, le salaire qu'on paye aux gens qui checkent la météo, puis qui se font des tables de concertation pour savoir s'ils doivent enlever ou pas la neige, parce que ça va peut-être fondre à soir à minuit. Ça, là, c'est autant d'économie d'énergie et d'argent qu'ils préfèrent arrêter ça. Puis ça pourrait aller jusqu'au gars qui déneige, puis qui dit, ou maintenant, ben moi, je pourrais y aller là, tu sais, on est là. Puis là, lui qui attend, tu sais, c'est de la bureaucratie encore, tu sais, le gros bon sens, c'est pas là. Oui, mais je regarde la mouche, là. Regarde la belle petite mouche qui est sur la table. Tu penses que je serais capable de l'enculer? Qu'est-ce que c'est que ça m'engage? Non, mais ça, il est juste 7 heures. Il est juste 7 heures. Les enfants écoutent à soir, là. Oui. Non, les amis. Non, oui. J'ai dit enjambé, là. Là, tu me fais penser à Boisclair en entrevue avec Drainville à l'époque, qui avait dit entubé. Fait que là, Drainville, qui était animateur à Radio-Canada, il dit entubé. Vous avez vraiment dit entubé? Oui, les Québécois qui se font entuber. Il dit, le Drainville, il avait été très bon là-dessus. Il dit, vous maintenez que vous voulez dire vraiment entubé? Le Boisclair répondait, oui, entubé. Vous dites vraiment le mot entubé? Oui, entubé. Ça n'a aucun sens. Bon, mais moi, je l'intiens, je le maintiens. Je le maintiens et non, je m'abstiens. Bon, OK, sujet suivant. Il te reste 5 minutes. Tu vas-tu avoir le temps de faire ton dernier, là, que t'es pas sûr, là? Oui, ben écoute, au pire, j'en sauterai un ou 2. Mais t'empiétras sur ma chronique. On s'entend que je suis pas un fonctionnaire de la Ville de Montréal. Il n'est même pas 7h30 encore. Alors, on est correct. Oui. Alors, je continue avec, donc, un petit extrait audio que tu pourrais nous partir. Télésino? Oui, s'il te plaît, Télésino. Non. Oui, non. Non. Des discriminations contre la communauté musulmane.
On sait c'est qui. C'est les racistes. C'est l'autre. C'est les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur les t-shirts. On a ça comme premier ministre. Ce qui est pas bon. Des nonos. Et puis, vraiment, il y avait la voix de son père. Qui ont voté pour ça. Là, il est en train d'essayer de prendre la voix de son père. Là. Et des nonos qui se promènent avec des pannes de loup. Des pattes de chien. Des pattes de chien. Je sais pas si c'est une patte de loup ou une patte de chien, mais en tout cas, c'est une patte. On s'ennuie d'Harper. Dis que 40% des Québécois qui ont voté pour ça. Bande de zouf. d'Harper. On s'ennuie-tu d'Harper avec une espèce d'imbécile comme ça? Alors, Vas-y, Christian. ce premier ministre, votre premier ministre, Le tien, pas le mien, en tout cas. C'est pas le mien. Malheureusement, pour l'instant, officieusement, Tu viendras pas me dire qui est mon premier ministre. j'ai dit officieusement, il l'est. Celui qui, donc, à peine élu, s'est dépêché d'aller rencontrer Zunera Ishak et de lui faire des excuses en notre nom, hein, pour qu'elle puisse porter serment le visage complètement voilé. C'est ce premier ministre-là, donc, qui traite des milliers de Québécois qui craignent l'islam radical, on s'entend encore une fois, de nono. C'est ce premier ministre qui s'est dépêché de dénoncer donc des Asiatiques torontois parce que il y en a un qui aurait, semble-t-il, arraché, coupé un voile islamique d'une jeune fille en Ontario. Par la suite, on a appris que c'était faux, que c'était de la fausse nouvelle, que c'était de la fake news. C'est ce nono-là qui a fait ça. C'est ce même nono-là qui est embarqué sur le bateau de la Gacane et qui est allé visiter son beau chalet au Barbade et qui a tenté de faire accroire à la population canadienne au complet que c'était son grand ami, alors que la dernière fois qu'il l'avait vu, il avait 8 ou 10 ans. Il est allé voir ses boss, hein, ses agents mondialistes. Exactement. Hein. C'est ce même nono de premier ministre qui s'affirme être féministe. C'est ce même premier ministre qui affirme être en faveur des droits des homosexuels, qui est pro-gay, qui est pro-trans, qui est pro à peu près n'importe quelle orientation sexuelle qui est affichée, et qui, une fois qu'il est allé dans une mosquée intégriste à Toronto qui fait naturellement de la ségrégation entre hommes et femmes, les femmes n'ont pas le droit de... Il y a une non-mixité, se dépêche tout de suite après d'aller se faire prendre en photo à la fierté gay avec des couples lesbiennes les seins nus. On appelle ça du clientélisme. Ouais. Et c'est ce même premier ministre qui, faisant semblant de rien, ignore la famille Carrier, donc cette famille québécoise qui était allée faire de l'aide humanitaire à Ouagadougou, voilà. Au Burkina Faso, et qui les ignore complètement cette famille-là. Mais tu sais que ce que tu me dis par rapport à ça, c'est assez incroyable, mais il faut jamais croire que la façon dont Trudeau agit, c'est simplement lui qui agit comme ça et c'est lui qui décide d'agir comme ça. C'est un agenda, ça. Oui, c'est clair. Tu sais, d'être plein de commisération pour certains crimes et pas pour d'autres. Juste par exemple, un vrai politicien, qu'est-ce qu'il fait? C'est un organisme comme la Meute, c'est quand même des Québécois qui sont là-dedans. Exactement. Tu vas pas les insulter. Et si tu les insultes parce que, je sais pas, tu es un politicien qui aime pas, parce que tu trouves que ça sent un peu le soufre, hein, un petit peu, t'associes ça de l'extrême droite, t'es un peu naïf, tout ça. Bon, tu pourrais le penser, mais tu n'irais pas faire le contraire, c'est-à-dire d'aller encenser, par exemple, des Zunera Ishak ou je sais pas trop quoi. Là, avec donc, on voit tout de suite que c'est un agenda. C'est les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur les t-shirts. Est-ce que tu as vu la réponse de la Meute qui est assez incisive? Ah non, j'ai pas vu. Ah, écoute, c'est... Incisive, la Meute, oui. Oui, c'était pas voulu, mais écoute, non, c'est vraiment à la fin, il traite de trou de cul à la fin. C'est carrément, non, mais c'est parce qu'il dit un premier ministre qui va associer un groupe comme la Meute aux assassinats qu'il y a eu à Québec, c'est complètement n'importe quoi. En tout cas, là, ça fait partie de l'agenda. Puis là, à la fin, il dit un premier ministre fait ça, c'est un trou de cul.
Ma question à la meute, va-t-elle continuer à arborer l'unifolie lors de ses prochaines manifestations? Point d'interrogation. On passe à un autre appel. Mais juste rapidement, avant là, du 19e siècle, au début de la Première Grande Guerre, là, au début du 20e, à chaque fois qu'il arrivait un assassinat, du terrorisme comme ça, on accusait quoi? On disait, c'est des anarchistes. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de dire, c'est l'extrême droite. Donc, imagine, là, tu vas être un djihadiste, tu vas tuer, tu vas faire exploser des bombes, puis on va tout faire. Si on est capable de faire en sorte qu'on n'a pas entendu Allahu Akbar quelque part, là, on va essayer de faire passer ça sur le dos de l'extrême droite. Les socialistes. Oui, c'est ça. On va essayer de polariser et d'aider à créer vraiment comme une émergence, hein, parce que c'est comme la société. C'est l'agenda libertaire. C'est aussi simple. L'agenda libertardé, multiculturaliste, mondialiste là, qui fait ça. Plus on en parle, plus on en mange. C'est cela. Quelque chose dans le genre. C'était-tu un autre... Comment t'appelles ça, toi? Un dérianisme? Un cricrianisme? Un christianisme? Donc, Véronique Yvon. Et non un péronisme. Oui. Véronique Yvon, donc, à la rescousse d'un Jean-François Lisée aux soins palliatifs. Écoutez, là, vous allez me dire, oui, on est encore à 8 mois, 9 mois des élections. Oui, vous avez raison. Probablement que le Parti québécois réussira à remonter avec un peu de chance dans les 25-26%. C'est le bonheur que je leur souhaite. Maintenant, est-ce que ça sera uniquement dû au PQ lui-même et l'excellente performance qu'offrirait Jean-François Lisée et Véronique Yvon, ou ce n'est pas aussi un peu beaucoup la volonté du Parti libéral que de voir remonter le pourcentage des péquistes pour abaisser celui de la CAQ, parce qu'on sait très bien que ce sont des vases communicants. J'en suis... Oui, c'est ça, toi, tu communiques. Tu communiques bien. Je communique assez parfaitement la situation. Je me fais même garrocher des roches à cause de ça par certaines personnes. Mais Véronique Yvon, c'est ça que... Oui. Elle est identifiée à gauche. Tu sais qu'il a fait ça parce qu'il veut solidifier le parti pour bloquer l'entrée de Péladeau d'ici les prochaines élections. De toute façon, moi, je crois fermement, puis je t'en ai parlé la semaine passée, quand tu nous parlais, entre autres, là, tu nous faisais la lecture d'un spécialiste là, en la matière. Donc, les deux scénarios. Le scénario avant. Et moi, je t'ai dit que je croyais fermement que Pierre-Carl Péladeau ne va pas se présenter. Mais tu sais, quand tu te dis en réserve de la République, hein, ça, tu sais que Charles de Gaulle se disait en réserve de la République. Puis, il a attendu 12 ans avant qu'on vienne le chercher. On ne venait pas le chercher. Il a fallu une crise. Hein? Il a fallu la crise d'Algérie pour qu'on aille le chercher. Dans le cas de Yvon, moi, tout ce que je peux te dire, hein, toi, t'es passé. Hein, t'as communiqué de l'autre bord. Moi, je suis toujours au PQ. Par contre, pour moi, ça règle pas le problème. Ça fait juste prouver mon point, au contraire. Mon point, c'est le même. C'est Yvon, c'est la gauche, hein, quand même, du PQ aussi. Oui. Donc, le PQ est attaqué sur son flanc droit. Mm-hmm. Alors, on serre les rangs gauche. C'est une catastrophe pour moi encore plus totale. Ça prouve exactement comment on s'en va dans le mur. Est-ce qu'on peut remonter de quelques points, tout ça? Oui, tout ça. Moi, je ne veux même pas aborder ce sujet-là. La seule chose que je veux dire, c'est que Véronique, c'est la gauche. C'est tout ce que moi, Véronique Yvon, là, tout ce que je dénonce du PQ. Je ne me reconnais pas dans mon parti parce que ce n'est que ça. Donc, Lisée est à gauche. Il va chercher quelqu'un d'encore plus à gauche qui représente qui a des soutiens. Donc, pour faire un barrage à celui qui se veut en réserve de la République. Mais attention, rien n'est joué. Une crise, c'est une crise. Ouais. Puis c'est un joujou. Il faut comprendre que le PQ est le joujou parfait de Radio-Canada. Et ils vont orchestrer, Radio-Canada de son côté va orchestrer une remontée du PQ. Lente, justement pour éviter ce retour de PKP. Mais d'ailleurs, la nouvelle d'un éventuel retour de Pierre-Carl Péladeau, ça vient de qui? Ça vient de Radio-Can, ça vient de la presse, donc ça vient de ces médias fédéralistes, justement, qui aimeraient beaucoup voir, justement, Péladeau revenir pour pouvoir essayer de lui brûler les ailes un petit peu plus. Puis moi, je pense que la chose intelligente pour Péladeau, c'est justement d'attendre que les élections soient passées,
Mais tout ça, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire, tu pourrais dire, on attend que ça s'écrase au complet, puis là, après ça, on reforme presque à partir de zéro. Oui. D'autres vont te dire, au contraire, puis des stratèges tout aussi intelligents les uns que les autres vont dire, non, attends quand même pas que ça s'effondre, parce que là, quand ça s'effondre, c'est dur. C'est fini. C'est comme ça. Non, mais ça dépend. Le PQ n'est plus un parti social-démocrate, OK? Rentrez-vous ça dans la tête, là. Mais pourquoi tu me parles de ça? Ben parce que... non, mais ça arrête, là. C'est quand même le parti le plus social-démocrate dans ce qu'on a. Ben oui. C'est socialiste à l'os. Non. Quand même. Le PQ socialiste, la social-démocratie, c'est justement la Finlande, la Suède, la Norvège, pour une moindre mesure, le Danemark. Mais c'est vraiment le modèle du PQ, là, quand même. Là. Donc, c'est le parti, quand même, qui porte encore ça. Regarde, quand ils reviennent avec l'histoire des CPE, on le voit que c'est le parti le plus social-démocrate de tous les partis qu'on a. Oh, mais ça, c'est d'être centre-gauche, là. C'est pas du socialiste, là. Christian, là, écoute, je joue avec ça. Dis pas ça à quelqu'un de gauche que le Parti québécois est socialiste. Non, mais c'est ça que je dis, mais il faut nuancer. Québec solidaire et communiste tout court. Ben là. Attends, il est investi par le. Ben oui, il est investi par les communistes. Non, mais c'est vrai. C'était quoi ce sujet? C'est très simple. Ton article, attention, parce que là, si on tombe là-dedans, ça demande qu'on en parle plus que 2 minutes. Oh, oui, c'est ça que. Vraiment. C'est pour ça que j'ai posé la question. Moi, je dis ça de même, mais je pense que t'as pas le temps. Parce que je suis pas sûr que tu vas être capable de nous retenir toute la gang. Là. Bon, ben là, regarde, un à la fois, là. Tu vas fermer les autres micros, ça se va avoir c'est moi qui ai le contrôle des pitons. Frère. C'est la dictature. Arto! Ben oui, on est au Québec, on est dans un régime socialiste aussi bien s'assumer. Bon. Pour le Politburo et pour le parti. Donc, moi, écoutez, ce que je voulais vous dire, somme toute, c'est que je pense que le pourcentage va augmenter un petit peu du Parti québécois, mais est-ce que ça va être suffisant aux prochaines élections? Moi, je pense que ça va être suffisant pour que le Parti québécois conserve un statut de parti. Donc, qui pourrait aller chercher 12 ou 13 sièges. À l'heure actuelle, c'est certain que s'il y avait eu des élections ce matin, on parlait de 8 sièges. C'est un balayage complet. Là. Il restait, je pense, la majorité des sièges étaient en Gaspésie. Les Laurentides au complet, c'est bleu. C'est bleu CAQ, c'est bleu CAQ. Moi, je te le dis, là, ça, là, c'est le joujou de Radio-Canada. Oui. Là, on joue ça. Le PQ passe toujours par Radio-Canada, puis ils pensent qu'ils les aiment, hein, puis tout ça, puis on passe bien là. Donc, c'est un joujou. Mais on va voir, hein. C'est long, c'est vrai, 9 mois, mais je pense que si les gens sont vraiment écœurés des libéraux, puis c'est pas mon souhait, moi, je vous dis, je suis désœuvré, mais les gens vont devoir faire une vraie décision pour se débarrasser des libéraux. Et rendu à un certain moment, ils vont regarder c'est toujours la même chose, qui peut les débarquer. On n'est pas rendu là encore. Mais quand ils vont se poser la question, on risque de voir un raz de marée d'un bord ou de l'autre. Ben écoutez, puis moi je vous le dis, personnellement, j'ai fait mon nid pour le moment. Puis comme je te dis, moi je demeure un indépendantiste quand même. Là, ça change pas. Je suis un nationaliste. Je suis un identitaire, mais moi je suis plus, honnêtement, je suis beaucoup plus au centre. Je suis beaucoup plus peut-être légèrement à droite. Puis je trouve plus du tout mes repères au sein du Parti québécois. Pour moi, je le regarde, là, je regarde ça, puis je comprends pas pourquoi tu dis que t'es à droite, Christian. T'es pas à droite. T'es pour l'éducation accessible à tout le monde. T'es pour les soins de santé accessibles à tout le monde. T'es pas... Oui, mais je trouve qu'il y a des... C'est pas à droite, non, peut-être conservateur. Non, mais je pense qu'il y a... Oui, conservateur, mais ça veut pas dire d'être de droite. La droite sociale, par exemple. Oui. Donc, le PQ, comme bien d'autres partis, c'est un parti de conservateur. Non, mais quand je dénonce les libertardés, il y en a pas mon PQ qu'il y en a dans les autres partis. Oui, mais c'est parce qu'il faut faire attention que parce qu'il y en a qui tirent trop à gauche, qui tirent trop la couverte, ça veut pas dire. Toi, t'es ça, t'es pas ça, puis là après ça, c'est comme. Non, mais c'est juste important de nuancer ces définitions-là. Non, mais... non. Tu veux nous faire des définitions, tu nous repars une chronique, toi. OK? Mais je peux pas faire ça en même temps que toi. Regarde, tu veux-tu que je m'occupe de ta caméra? Regarde bien, il va te mettre une belle petite image pour tout t'expliquer. Là. Non, t'as pas besoin de m'expliquer, là. De toute façon, regarde, c'est... je pas François, Non, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que, premièrement, moi, comme je te dis, je suis centre-droit, mais je crois, centre-droit, là, c'est pas être à droite. Comprends-tu? Je suis au centre. Fait que, veux pas, je trouve qu'il y a des idées de la droite qui ont de l'allure. Par exemple, quand tu parles de Garon, là, oui. l'ancien ministre, là, Jean Garon, il était considéré comme dans la droite, centre-droit. Il acceptait
une certaine idée de la social-démocratie, mais c'était quelqu'un exactement dans ta mouvance, le centre-droit. Oui. Mais pour François, c'est pas possible. Mais comme je disais, mais attention. Mais il n'y en a plus au PQ, là, ces gens-là. Je suis pas en train... Non, ils nous ont mis dehors. Peu importe. Ils nous ont mis dehors. Lisée m'a mis dehors. M'a mis dehors. Oui, mais peu importe. Là, tu peux parler de l'idéologie puis dire que tu te retrouves pas dans cette partie-là. Ça, je comprends ce que tu veux dire, là, mais au-delà de ça, dis pas toi, t'es à droite. Il y a d'ici à des gens qui sont à droite, OK? À droite, mais c'est à droite de ses positions à lui. Lui, il est comme dans le très, très à gauche. OK? Fait que si t'es à droite de lui, là, il veut pas t'avoir avec sa gang. Oui, mais lui, quand il a dit ça, là, il a fait référence à tout le mouvement pseudo-racial, je vais dire, là, puis il s'est fait enivrer par cette espèce de romance-là. Il s'est fait élire par la gauche. Il s'est fait élire par des identitaires. Il s'est fait élire par des identitaires. OK? C'est ça la réalité. Attends un peu, comme à la chefferie. Ça tomberait mal, l'animateur, tu sais. Ouais. On fait pas ça à l'animateur, là. Okay. Allez, vas-y. Il s'est fait élire à la chefferie, OK, avec des positions identitaires, OK, qui sont traditionnellement vues comme des positions plus nationalistes, plus conservatrices, peut-être pas un petit peu plus à droite, OK. Et sur cette base-là, et la seconde qui a été élue, moins d'une semaine, 2 semaines après, il a complètement renié cette position-là, puis il est allé plus loin en allant dire à un moment donné que si t'adoptais ces positions-là, t'étais presque un anti-péquiste, puis t'avais pas ta place. Je te dis pas que je suis d'accord avec lui. Je te dis pas que je suis d'accord avec lui, mais je veux juste te dire que c'est pas parce qu'on dit noir qu'il faut que tu dises blanc. François, c'est juste que dans la définition droite-gauche, je t'accroche toujours là, puis je vais te ramener toujours à ça. La vraie définition de droite-gauche, c'est pas capitaliste puis communiste. C'est pas ça. Non, je suis d'accord. La définition, la droite, c'est conservateur, ceux qui veulent, c'est correct comme ça, puis la gauche, ceux qui veulent révolutionner l'homme. Les progressistes, là. C'est ça. C'est cette définition-là. Donc, ceux qui, par exemple, seraient plus à droite comme moi, c'est sûr que je pourrais, sur certains dossiers, bien aller avec des idées de redistribution de la richesse. Donc, il ne faut pas que quand on est à gauche, puis qu'on nous entend parler de la gauche, parce qu'elle existe encore. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on aurait pu en parler trop longtemps encore. Les gens qui sont à gauche sursautent, par exemple, quand on dit que Lisée est à gauche. C'est vrai que sur le plan économique, c'est pas un communiste, là, on s'entend. Non, mais c'est un gauchiste moderne, comme on l'entend. Absolument. Celui de la Révolution française, la première définition. Ceux qui veulent révolutionner l'homme, qui veulent changer Quand on nuance ces positions-là, je suis d'accord, mais c'est parce que c'est pas ce que tout le monde entend. C'est toujours de ça dont on parle. C'est sûr que ça touche aussi à une certaine gestion économique de la politique. Ben oui. Mais quand même, il faut revenir à cette définition-là. Et une fois que la gauche existera dans un parti reconnu, autrement que QS, parce que QS, c'est la gauche des bonnes sœurs qui a avalé la gauche ouvrière. Faut le comprendre, ça. Si on n'a pas compris ça, c'est que si on n'a pas compris ça, il y a des gens qui disent « Moi, je suis à gauche, puis le PQ passe à gauche. » Mais votant pas du côté de ce qu'on appelle le QS. C'est la gauche des bonnes sœurs qui fait semblant de prendre des positions qui peuvent sembler communistes. Moi aussi, je suis d'accord avec la définition quand on va parler de gauche régressive. Mais la gauche, l'aile de l'UFP, l'Amir Kadir, tout ça, ça a été avalé par la gauche des religieux. Mais c'est pas progressiste, ça. C'est ça c'est là que je m'arrête. C'est là qu'il faut repositionner les définitions. C'est pas progressiste, cette gauche-là. Le progressiste... C'est l'extrême gauche, tu vas me dire, appelle-la comme tu voudras, mais écoute, là, quand tu veux changer la frontière entre l'homme et la femme, quand tu veux changer la frontière entre l'homme et la femme, l'abolition des sexes, l'abolition des frontières, l'abolition de l'État. Oui, mais ça, c'est de la bouillie pour les chats. C'est pas du progressisme. Non, mais c'est sûr que c'est pas du progressisme comme toi, tu l'entends. Tu peux pas l'affilier. Attends, François, mais c'est le marxisme culturel qui a imprégné tout et qui l'emporte. Voilà. Le marxisme culturel qui est véhiculé par ces gens-là, Manon Massé et compagnie, qu'on trouve au PQ, qu'on trouve partout, qu'on trouve dans le Parti démocrate, surtout par exemple aux États-Unis, qu'on retrouve dans le Parti de Macron ou le Parti socialiste là, qui a eu son bleu, son 4%. Ça, là, c'est quand même encore de la gauche. C'est le marxisme culturel. Oui, ces gens-là ne combattent pas le capitalisme, mais on l'appelle encore, c'est la gauche progressiste. Appelle-la quand je regarde ces gens-là opérer, ça frôle le fasciste, là. C'est pas... Dans certains cas, utiliser le mode de dictature ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. Quand on s'en va droite dans comme les à gauche, extrêmes. quand tu t'es despote, tu peux être despote à gauche comme à droite, mais on est dans un monde médiatico-politique où Radio-Canada est à gauche. Absolument. Et pas à droite.
Oui, bien entendu, ils ont accepté le mode capitaliste dans lequel on vit, qui est globalisé, mondialisé, appelle-le comme tu voudras. Fait l'apologie du Donc, libéralisme. ils se rabattent sur le côté culturel au sens large du terme. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mais je suis d'accord, mais en même temps, c'est des définitions qu'il va constamment falloir mettre à l'heure. Prends-la, parce que c'est de cette... il faut vraiment que les gens qui sont à gauche, qui ont été avalés par ce marxisme culturel-là, le comprennent. Absolument. Parce que là, votre lutte est finie. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas à gauche, je donne des conseils utiles à la gauche pour renaître. C'est-à-dire, débarrassez-vous des gens qui veulent changer, par exemple, abolir les frontières entre l'homme et la femme, puis nous mettre des toilettes transgenres. Mais comment Quand vous êtes dans cette gang-là, ben, vous nuisez au vrai projet de gauche. Mais comment est-ce que tu vas définir, dans ce cas-là, quelqu'un qui est de gauche? C'est un peu comme moi, là, on parle de gauche et de droite économique. Qui est pour... François, je trouve ça bien cute, là, mais là, ça va être la chronique. Bon, all right. OK? Fait que je te remercie, puis on prend une petite pause de 2 minutes, puis après ça, on vous revient avec la chronique d'Éric Dubé. On va faire des heures. On va se faire. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Le courant passe, reste à choisir le chemin. On branchera nos radars dans 220. Ouf! Ouf, ouf! Ouf! On branche les radars avec les le coyote. Écoute, ouais, des coyotes. Il y a bien de ça à Montréal ces temps-ci. Hein? Il a passé à Tout le monde en parle. Le coyote? Le chanteur de le coyote. Il a passé à Tout le monde en parle dimanche. Écoute, on a de l'action dans notre émission ce soir, grâce à notre pitou technicien. Il se lâche là, ça soir. Oui, oui, écoute, comme il ne l'avait fait depuis très très longtemps. Écoute, oui. Ça a commencé à se passer. Oui, c'est ça. Il vient se défouler à la job, là. Écoute, Éric, donc tu nous avais présenté tantôt ton sujet. Je pense que tu vas nous en parler un petit peu. Oui, c'est ça. Ben moi, écoutez, bonsoir tout le monde, les auditeurs de Radio Infocité. Bienvenue au Chien Fou, encore une fois. Écoutez, moi ce soir, à la chronique Senso Enviro, Santé, Société, Environnement, je vais vous entretenir sur le documentaire Bail de Monsieur Alexandre Taillefer. Pour ceux qui ne le savent pas, ce documentaire-là a été fait suite au suicide de son garçon le 6 décembre 2015, son garçon de 14 ans. Et puis, ça met en lumière toute la problématique des jeux vidéo, du côté un petit peu au niveau de dépendance là, des jeux vidéo chez les jeunes. Et je vous dirais que c'est quand même un bon documentaire. Je vais faire une critique assez large de tout le documentaire au complet. Puis j'irai pas dans le fond avec le dos de la cuillère non plus. Je suis pas dans Ou avec le dos de la main morte. Avec le dos de la main morte.
C'est qui disait ça? Jean Perron. Ça, c'est un péronisme. Ici, Jean Perron. C'est pas un christianisme. Oui. Non, c'est ça. Fait que ce que je vais aborder aussi, c'est d'autres problématiques aussi qui sont aussi, au niveau de la société en général. C'est ça. Pour vous mettre en contexte, c'est ça, comme je disais tantôt, le garçon de monsieur Alexandre Taillefer, je vais mettre en perspective quand même, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Taillefer, c'est un entrepreneur québécois qui est très influent au Québec. Hein, il a une voix. Hein. C'est un gars qui a été au Dragon. Là, je pense qu'il a été 2 ans à animer l'émission des Dragons. Avec Paul Oud. Oui, c'est ça. Ouais. Avec Paul Oud. Ah oui? C'était pas Paul Oud qui animait? Non, les Dragons, ça c'était, tu sais, pour ceux qui se partent une... Ouais, Radio-Canada. Radio-Canada. Il présentait là-dedans. Il présentait, oui, c'était le présentateur, c'était l'animateur. Oui, non, mais c'est ça, mais tu disais Paul Oud. Non, oui, mais Paul Oud n'était pas un des multimillionnaires, on s'entend. Non, c'est ça. Il est plutôt un animateur de radio à 98 ans. M. Taillefer a commencé à l'âge de 21 ans et c'est un produit de la révolution numérique. Hein. Il a commencé à faire ses sous dans l'industrie du numérique avec la compagnie Intelia, qui a été un fournisseur de services pour le commerce électronique, qui a été racheté 3 ans plus tard par Québécois. C'est un gars qui connaît le milieu. Il n'y a pas un lien avec des parts peut-être aussi dans la compagnie Stingray, là, les diffuseurs de musique là, sur... ça se peut. Je sais qu'il y a des parts aussi dans le magazine Voir. Qui a peut-être vendu. Oui, peut-être. Pour ça, c'est en 2000, j'avais ça. Je me rappelle plus, là. Mais c'est ça. Il a été associé aussi à M. Stéphane Bronfman. Tu sais, on voit avec qui cette personne-là est associée et transige. Tu sais, c'est un homme d'affaires très influent au Québec. Et il y a aussi la compagnie Taxelco, la compagnie de taxis à Montréal, les taxis électriques. Okay, qui a été largement subventionné par l'État québécois. Et c'est pas banal ce que je vous dis là, parce que ça fait partie de mon analyse dans la critique du documentaire. C'est pas nécessairement une critique envers l'individu, mais c'est plus une analyse, puis je mets des faits en perspective. Oui, juste il faut être très nuancé pour beaucoup de nos auditeurs et des gens que je connais même personnellement, que lorsqu'on s'attaque à ce qu'on appelle des faits comme ça, où quelqu'un perd son enfant, c'est difficile de s'attaquer à eux, donc il faut prendre des gants blancs. Oui, souvent, c'est ça. C'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer. Puis c'est très bien que tu en parles, Claude, mais c'est ça. Moi, je suis pas là pour critiquer l'homme, puis critiquer toute sa démarche, parce que je pense que c'est une forme de rédemption qu'il fait en apportant cette contribution-là, parce que mais à mon avis, je pense... D'essayer de donner un sens à la mort, au décès. Un sens, et le documentaire le fait très bien, parce que moi, j'ai des parents qui sont venus à l'école, puis là, c'est ça, je veux vous en parler, parce que ma chronique, ça va être à travers une lecture d'éducateurs spécialisés, parce que c'est mon travail. Pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est mon travail de faire ça tous les jours à l'école, dans une école secondaire. Fait que je me retrouve avec cette problématique-là souvent. J'ai des parents qui m'en ont parlé, et je crois que ce documentaire-là a eu quand même un bon impact positif pour sensibiliser les gens à cette problématique-là. Mais le documentaire, oui, on aborde le suicide, on aborde l'aspect dépendance aux jeux vidéo, mais il y a tout un autre aspect. Mais d'abord, moi, là, je suis ici, je suis animateur à l'émission avec toi. Je ne l'ai pas vu, le documentaire, puis j'imagine que c'est la même chose pour bien les auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ce documentaire? Est-ce que tu as l'intention de le dire? Ben, j'en ai parlé tantôt, tu étais en haut. Ah, ok, d'accord, c'est beau. C'est correct, c'est fait. T'es intoxiqué à l'extérieur. Ah, c'est ça que tu allé faire, mon tabarouette. Je pensais que tu allé au petit coin. Oh, non. C'est un autre petit coin. Pas besoin qu'un petit coin. Non, c'est ça. Fait que, non, il va aborder le suicide de son garçon de 14 ans qui avait une dépendance. Mais tout au long du documentaire, on voit, mais moi, comme je vous dis, je vais parler comme un éducateur. Je vais analyser toutes les interventions un petit peu qui se sont faites. C'est sûr que M. Taillefer, pendant son documentaire, va rencontrer des jeunes, ce qui, à mon avis, c'est une bonne chose. Fait un peu le portrait de ce que les jeunes de cet âge-là
peuvent vivre, ceux qui ont une dépendance, il va dans un genre de café Internet, là, il y a pas le... et il rencontre des jeunes qui jouent. C'est comme une place où ils peuvent jouer puis ils sont tous en groupe. Et là, il fait arrêter tout le monde, il pose des questions aux jeunes. C'est des questions qui sont pertinentes quand même par rapport à leurs parents, par rapport à leur... par rapport au suicide. Est-ce qu'ils ont déjà pensé au suicide? Il y a beaucoup de jeunes qui lèvent la main pour exprimer le fait qu'ils ont... Fait que là, après ça, il part avec un groupe de jeunes, puis il discute avec eux autres, puis il raconte son vécu. Il joue un petit peu l'intervenant. Ça, pour ça, c'est super correct. Tout au long du documentaire, on essaie de trouver des solutions. M. Taillefer essaie de trouver des solutions pour essayer de prévenir. Et puis là, moi, où j'ai un bémol, c'est la solution ultime. Puis je vais y revenir aussi, mais je te vois venir, puis je pense que je vais être d'accord. Oui, c'est ça. La solution, c'est que on va créer une plateforme pour communiquer avec ces jeunes-là. Et là moi, je décroche complètement. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, M. Taillefer, je pense que au-delà de la tragédie qu'il a vécue, là, je veux dire, je veux pas enlever ça. Je pense qu'il a vraiment vécu une souffrance extrême. Là. Je vous dis, oui, je pense qu'il n'y a aucun parent qui... Moi, j'ai 4 enfants, puis je veux dire, c'est... Sauf que, comme j'ai dit tantôt, je crois que c'est un acte de rédemption qu'il fait en faisant ce documentaire-là, parce qu'au début, il parle avec M. Barrette, il appelle M. Barrette. Moi, je voulais vous présenter un documentaire. Tu veux dire que c'est plus émotif c'est beaucoup plus émotif que rationnel. Effectivement. Et puis là, on s'en va, à la fin, on s'en va vers la création d'une plateforme qui va rejoindre les jeunes qui sont sur les jeux vidéo et ils peuvent entrer en contact avec tel jeune, parce que là, il y a des références. Mais tu sais, là, moi, je décroche totalement. Donc, tu vois comme le diachylon sur une blessure ouverte. Exactement. De diamètre. Oui, puis là, M. Taillefer fait directement affaire avec ses chums. Parce que là, il fait affaire avec la communauté tech de Montréal, avec des intervenants de Montréal pour élaborer cette plateforme-là. Et on élude complètement l'aspect de responsabilité parentale concernant ces technologies-là. Pas nécessairement la technologie, mais les jeux vidéo, tout ce qui est numérique. Là, autrement dit, tu es en train de dire que là où on est, il serait peut-être temps de dire, ben non. Je le débranche. Exactement. Puis et là, je veux quand même mettre une parenthèse. Oui, il y a eu des interventions de fait parce qu'il nomme pendant le documentaire. Il dit que l'ordinateur était dans sa chambre et là, il descend en bas dans le bureau. Ce qu'on comprend dans le documentaire, en tout cas, moi, ce que j'ai compris du documentaire, c'est qu'il descend pas loin du bureau, ce que lui travaille pour passer du temps avec son gars. Et mais son garçon, là, ça, c'est le bout vraiment tragique, s'est suicidé dans le bureau. OK. Tu sais, où ce qui passait du temps avec son père. Et son garçon n'a pas laissé de mots. Il a laissé un post-it « bye ». Moi, je vois là-dedans, ça, c'est ma culture d'intervenant, je vois vraiment un message envers son père. Oui. Tu sais, qui est carrément ça. Et ça, on l'élude complètement. On l'élude complètement, la responsabilité parentale. Le jeune pouvait jouer jusqu'à 1h du matin. Même là, au-delà de ça, à la limite, on peut ne pas savoir, puis tu sais, on fait de l'interprétation en disant ça. Mais au-delà de ça, tu as raison, là, je pense. Là, c'est... Oui. Puis, comme je pourrais citer M. Taillefer, puis, tu sais, c'est pas... Comme je vous dis, je pourrais attribuer ça à plein de parents. Je dis M. Taillefer parce que c'est lui qui a fait le documentaire, mais je pourrais appliquer ça à beaucoup de parents là, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Mais moi, je me dis, lui, là, il y a quand même une certaine conscience par rapport à ces technologies-là. Je me dis, il y a quelque chose, là, puis on n'a pas abordé cette partie-là de la responsabilité parentale du tout pendant le documentaire. Puis moi, en mon sens, je pense qu'au Québec, il faut qu'on mette nos culottes comme parents, de dire, c'est nous qui avons la responsabilité de dire, ben là, d'imposer des limites. D'imposer des limites en bas âge, parce que là, on parle d'un comportement cristallisé. Puis là, je te dirais à plus forte raison que c'est le devoir de tout parent, mais
faut y aller, il faut regarder aussi qu'est-ce qui est véhiculé dans notre société depuis les dernières décennies comme type de modèle, l'espèce de parent ami, le parent qui se désinvestit. Tu as tout à fait raison, Christian. Tu as tout à fait raison. Écoute, tu tombes en plein dans le mille. On est un petit peu... on a comme oublié qu'il faut qu'on mette notre pied à terre comme parent. Là, François qui voulait ajouter quelque chose. En fait, juste pour faire du chemin avec ce que Christian vient de dire, j'aurais été plus loin encore, c'est le modèle de société. Tu sais, si tu regardes, là, moi, nous autres, quand on était petits, quand on était élevés, c'était maman qui était à la maison, papa était au travail. Je veux pas, c'est pas que je veux revenir avec des valeurs plus conservatrices en disant ça, mais il demeure qu'il y avait une personne à la maison qui avait du temps pour ses enfants. Non, mais c'est même pas ça le débat, c'est ça que je veux dire. C'est même pas ça le débat, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'insisterais pas nécessairement pour que ce soit gars ou fille qui reste à la maison, mais là, je sais que c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant, lui, là, maintenant, il y a plus de faire de sa chronique, hein. As-tu remarqué? Non, mais il lâche pas, il est steady, là, il est à côté, là. Non, mais je vais juste finir, ça dure 3 secondes. Puis c'est juste de dire ce modèle-là que maman est à la maison puis que papa est au travail. On n'a plus ça maintenant. Là, les deux parents travaillent pour être capables d'arriver. Si tu veux devenir propriétaire, si tu vas avoir une maison, tu as besoin d'avoir 2 salaires. Puis là, tu n'as plus autant de temps pour les enfants. Puis les enfants sont laissés. Puis là, regarde la recrudescence je ne dirais pas des maladies, mais des syndromes. On parle des TDAH. Puis tout ça. C'est pas anodin. Là. C'est pas pour rien que ça se produit. C'est clair et net. Et là, pour corroborer qu'est-ce qu'on dit, c'est que pendant le documentaire, M. Taillefer dit, et je le cite, pour exprimer un peu son désarroi face à tout ça. Il n'y a pas de solution simple pour un parent de contrôler le nombre d'heures sur Internet. Pourquoi ne pas faire une analyse globale et une vraie critique du documentaire? Moi, on va arriver avec une plateforme qui va tout régler. Oui, c'est ça. Une nouvelle plateforme numérique. Moi, c'est tout cet aspect-là qu'on a éludé pendant le documentaire. Puis qu'on arrive à la fin du documentaire, puis qu'on arrive avec une plateforme. Alors que ces jeunes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un parent qui met son pied à terre, qui passe du temps avec lui, peu importe. Puis je dis pas que M. Taillefer n'a pas passé du temps avec son gars, je suis pas là. Mais je pense qu'il y a eu... Parce que pendant le documentaire, ce que les gens... Parce que j'invite les gens à aller le voir quand même, parce que c'est un bon documentaire. C'est pas mauvais. La majorité des Québécois, la majorité des individus, puis là, je parle pas nécessairement des Québécois, je vais y aller plus largement, là, OK? Je pense qu'on peut se permettre de faire une espèce de généralisation. Oui. La plupart des êtres humains sont des êtres immatures, incomplets. Fait que je pense que c'est une minorité de gens qui sont vraiment des êtres complets. Fait que, veux pas, avec les trous, les gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour essayer d'éduquer leurs enfants puis de leur donner les meilleurs outils qu'ils ont dans les circonstances. Cependant, il y a une dernière caractéristique, puis je te laisse aller là-dessus, c'est le problème de l'incapacité de faire de l'introspection chez la majorité des gens. Donc, ça, se regarder le nombril, on est bon pour regarder celui des autres, mais quand c'est pour se regarder le propre nombril, puis d'après ce que tu me dis, c'est peut-être le problème de ton documentaire. Exactement. Puis c'est le propre du problème aussi de tous les gens qui ont un problème de dépendance avec ces technologies-là. C'est qu'on n'est plus capable d'introspection. Puis quand on dit à un jeune, il faut que tu passes trop de temps sur l'ordinateur, il ne se voit pas, là. Non. Il n'y a aucune introspection. Fait que tu touches en plein dans le mille. Là. Mais c'est ça. Quand je vous dis, il y a quand même des côtés positifs à ce documentaire-là, parce qu'à un moment donné, il parle bon, mais il me reste 2 minutes, je vais avoir le temps de tout parler de ça. Parce qu'il accuse l'état d'errance, mais après plusieurs crises psychotiques que son gars, après 13 semaines avec un Donc, c'est la faute de l'État, là. C'est ça que je m'en viens. Oui, c'est ça. C'est comme... c'est ça. Fait que là, il expose quand même qu'il y a eu des coupures. Puis moi, à mon sens, c'est très pertinent parce que il parle avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et elle, je décroche, moi. À son institution... Attends une minute. Oui, vas-y, je t'écoute. Mais je comprends ce que tu veux dire. Son institution en santé mentale avec des problématiques comme son gars a eu... Parce qu'il a été sorti avec l'ambulance puis tout. Mais tu sais, c'est ça que je dis que je suis très critique parce que le jeune a envoyé beaucoup de signaux.
Et là, lui, il dit, c'est comme si l'État avait erré dans son truc et qu'il n'avait pas vu qu'il y avait une problématique avec... Et il met la faute aussi sur Amazon. Il y a eu le scandale de Jeff Fillion qui avait écrit... Ça c'est un petit peu irrespectueux quand M. Taillefer a perdu son fils. Il avait écrit quelque chose sur Twitter, genre, OK, c'est la faute à Amazon. Mais la déresponsabilité... Mais du fond, Jeff Fillion avait raison sur le fond, mais c'était pas le moment de dire ça. Non, c'est ça. C'était pas le moment de dire ça. Il y a une façon de le dire aussi. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire. Mais oui, il va dénoncer les coupures que le gouvernement a faites dans le système de... Mais c'est correct qu'ils le disent parce que c'est vrai. La déresponsabilisation du citoyen au profit de la société. Quand quelque chose qui marche pas, c'est la faute à la société. C'est jamais la faute du parent, c'est jamais la faute de l'individu, c'est toujours la faute d'un autre. Je comprends que tu as un individu qui est jeune, qui est en détresse, mais généralement, il est entouré, il y a du monde autour, il n'est pas tout seul, cet enfant-là. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité parentale, mais on ne le nomme pas assez dans le documentaire, à mon avis. Mais tu as tout à fait raison, Christian. Mais il y a quand même eu des coupures. Des bonnes vieilles valeurs conservatrices de droite. Il y a quand même eu des coupures, puis je trouvais ça le fun qu'il en parle. Mais oui, effectivement, on sent qu'on met la faute un peu sur un peu tout, puis on ne ressente pas sur le rôle du parent. Donc, un documentaire, somme toute, qui est intéressant. Oui. Mais qui sensibilise à la problématique. Mais c'est une problématique qui est vraiment large, là, parce qu'on parle de dépendance, on parle de responsabilité parentale, on parle de technologie numérique et de plein d'autres choses. Et je vous reviens la semaine prochaine avec une autre chronique. Écoute, on te remercie. Merci beaucoup. On passe à une pause publicitaire. On vous revient dans 120 secondes avec la chronique de Bob Sirois. Il parlait vraiment comme un libertarien. Tu pousses ça, c'est logique, puis moi je suis d'accord avec ça. Oui. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Donc, mesdames et messieurs, nous avons une lutte intestine. Oui, durant la pause, j'étais très animé dans le studio et j'en arrive au constat que au même constat qu'Éric Dubé, c'est-à-dire que nous avons tous raison, mais Claude et moi, un petit peu plus que les autres. Alors, je peux vous confirmer, c'est pas ça que j'ai dit pantoute. Là, Bob, je pense que tu vas faire l'arbitre. Là. Ah oui. On va te prendre un arbitre. Monsieur Sirois, on sonne la récréation, coup de sifflet. Comment ça va?
Ça va très bien, les gars. Vous vous amusez, vous autres? Ah, ben oui. On essaie de pas trop se torturer. Ben, il y a juste François. Là, comme des petits chiens fous. Puis là, tu vas nous parler de poids et haltères, de ski alpin, de Poids et haltères, ça n'a pas rapport avec les Jeux olympiques d'hiver, mais... Il n'y a pas ça en raquette. Ils n'ont pas inventé ça en raquette encore. Là, c'est workout avec des... Hein? Replace les Bob, là, ça va pas bien, là. Ben, vas-y, mon Bob, tu vas nous parler des Jeux olympiques de Pyeongchang qui commencent la semaine prochaine. C'est en plein ça. Ça passe vite, 4 ans. Hein, les derniers, c'était à Sochi. Si vous vous en souvenez bien. Mais oui. Écoute, ça avait coûté de la palette à Poutine et aux Russes, donc ces installations de Sochi. Mais ça avait été, somme toute, je crois, tout de même, un bel événement qui avait été quand même relativement bien réussi de la part des Russes. Oui, ça avait bien organisé, un village monté de toutes pièces, hein, qui a coûté des milliards, pas des millions, hein. C'était pour quoi, 1,8 milliard qui ont dépensé là-bas pour ça. En bas, t'étais sur le bord de la mer Noire, si je me souviens. T'avais des plages, les gens pouvaient aller se baigner et t'avais des compétitions de ski à quelques kilomètres, là. C'est assez exceptionnel. Oui, c'était vraiment quelque chose. Écoutez, les gars, ça recommence, c'est du 9 février au 25 février, ça dure 16 jours. C'est pas tous les pays du monde qui participent aux Jeux olympiques d'hiver. Ceux d'été, t'as 193 pays, puis t'as 205 nations, ce qui prouve que t'as pas besoin d'être un pays pour participer aux Jeux olympiques, mais ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà parlé, puis qu'on reparlera plus tard. Aux Jeux olympiques d'hiver, le Québec, la représentation des athlètes québécoises avec les équipes canadiennes, avec l'équipe du Canada, habituellement est environ à 26, 27, 28 athlètes qui forment équipe, toute la représentation canadienne aux Jeux olympiques. 26-27% qui remportent entre 48 et 55% des médailles. Oh, c'est très important. Oui, parce que je m'amuse depuis les Olympiques de 2012. Je suis tombé sur 2010, d'après moi. Ouais, 2010, à chaque Jeux olympiques, les gars, il y a le classement des médailles par pays, comme vous savez. Et puis, moi, j'enlève tout le temps les médailles que les Québécois ont gagnées pour le Canada, puis j'inclus le Québec comme représentant. Comme nation. Oh, oui. Et aux derniers Jeux olympiques, mais on a fini en avant du Canada. Mais le Canada, vu que le Québec ne participe pas, le Canada c'est très bien classé. Mais le Québec était classé avec... on a quand même ramassé 8 médailles, dont 3 médailles d'or, 4 d'argent, 1 de bronze. Et le Canada était classé derrière nous avec... Il était classé derrière nous. On est arrivé à égalité parce que savez-vous pourquoi, les gars? C'est qu'il y a des médailles qui sont données aux équipes. Comme l'équipe de hockey. Oui. Bon, l'équipe de hockey gagne une médaille d'or. C'est le Canada qui gagne, c'est pas le Québec. Le Québec a tout le temps juste 1 ou 2 représentants. Même chose avec les filles. Fait que ça a donné 2 médailles de plus au Canada. Mais les sports d'équipe, je les enlève de mon classement de médailles parce qu'on n'a pas... On peut pas justifier. Si le Québec avait eu une équipe au hockey, peut-être qu'on aurait pu gagner une médaille. Donc, sur des disciplines individuelles. Ouais, c'est ça. J'enlève ces 2 sports d'équipe-là. On a fini à égalité avec eux, en 5e position dans le monde. Ah, on n'est c'est pas incroyable. une nation, finalement. Hein? Non. Mais à quoi tu attribues ça, ces succès sportifs des athlètes québécois par rapport, par exemple, aux athlètes canadiens? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une coche de plus aux athlètes québécois, selon toi? Écoute, le sport au Québec, les Québécois sont très sportifs. On a une génétique aussi. On semble l'oublier. Ouais, c'est sûr que ça paraît pas quand on me regarde. La génétique de nos Louis Cyr, puis des Pierre Bouchard, de nos hommes forts. Les Québécois, je sais pas pourquoi, mais il y a une génétique différente du reste du Canada. Quand on pense à Georges Saint-Pierre. Oui, on est latin, mais on est aussi très métissé, hein, comparé à pas mal tout le reste du Canada. Ouais. Okay, peut être... Écoutez, les gars,
c'est une petite thèse que je vous garoche de même, ça peut être ça. Et on aime ça. Ça peut être aussi des entraînements, c'est plusieurs choses. Pourtant, tu vois, dans le ski des bosses, en patinage de vitesse, l'équipe de courte piste, c'est presque tous des Québécois et des Québécoises qui sont sur l'équipe. Mais quand on arrive dans les sports individuels, le Canada est représenté en majorité par des Québécois. Oui. Et puis dans les sports d'équipe, c'est des Canadiens anglais. Essayez de comprendre de quoi. Ils sont pas bons en sport individuel ou c'est juste que quand vient le temps de former des équipes, on y va par favoritisme. On le sait, je vous l'ai prouvé tellement de fois avec les livres que j'ai écrits, les chiffres que j'ai sortis. Ben moi, tu sais, Bob, ça pour vous dire, hein? Bob, très rapidement, Claude Veilleux à l'appareil, là. Tu sais que j'ai joué au baseball plus jeune, là, puis maintenant on faisait des équipes d'étoiles, puis je me ramassais, j'étais le seul Québécois, tu sais, parce qu'il y avait les Italiens qui étaient plutôt anglophones, tout ça, et j'avais de la peine et de la misère à faire le club alors que j'étais un des meilleurs, sinon le meilleur dans bien des cas. Donc, j'avais de la misère, là. Donc, ça te donne une idée. Dans le quartier Villeray, là. Ouais. Donc, ça donne une idée. Non, mais là, ça a griché, j'ai eu de la misère à comprendre. Ce que j'ai dit, c'est que je jouais au baseball dans le quartier Villeray, à Montréal, quand j'étais jeune. Puis il y avait toujours, c'était une ligue, des petites ligues, là. Puis il y avait toujours les équipes d'étoiles qui se confectionnaient. Et j'étais toujours, ou à peu près, le seul Québécois dans l'équipe, francophone, là. Parce que le reste, c'était surtout des Italiens anglophones. Là. Les jeunes étaient anglophones. Et j'avais de toutes les peines du monde à faire le club, alors que j'étais souvent dans au moins les 5 meilleurs. Tu comprends? Ça donne une idée? Ça dépendait. Comme tu sais, ça dépend de ceux qui choisissaient les joueurs. Oui, mais je le faisais, le club. Mais là, il y en avait plein d'autres qui auraient mérité de le faire, mais qui ne le faisaient pas parce que pour moi, ils ne pouvaient pas me couper. Parce que j'étais trop bon. Mais il y en a d'autres là, qui étaient à la limite. Là, c'est sûr, eux autres qui passaient à la trappe. Imagine-toi, on est à Montréal, au Québec, là, dans les années fin 70-80. Bon, ouais, quand dans tous les sports d'équipe, on en a parlé, j'en ai parlé souvent, dans tous les sports d'équipe, quand il vient le temps de former les équipes canadiennes, des athlètes québécois, qu'elles soient masculins ou féminines, sont vraiment, il y a un favoritisme sont anti-québécois, québécois. Ils n'en veulent pas sur des équipes. Ça nuit à l'esprit d'équipe. Ils ont toutes sortes de raisons. Talent égal, ils en veulent. Écoutez, les gars, je suis pas tellement de ça que je voulais vous parler à soi, mais ce que je veux vous parler, par contre, c'est que là, on va avoir des drapeaux du Canada. Ça va commencer, là, c'est déjà commencé un peu, mais à partir des Jeux olympiques commencent le 9 février. Ça veut dire qu'à partir de lundi, mardi prochain, là, ça va être la folie. Puis ça, c'est jusqu'au 25-26 février. Et puis, dans les médias du monde, quand un Écossais remporte une médaille d'or pour au Royaume-Uni, on mentionne tout le temps que c'est un Écossais, ou quand c'est un Irlandais, ou quand c'est quelqu'un du Pays de Galles. Ils vont dire un Gallois vient de remporter la médaille d'or pour le Royaume-Uni. Mais dans les médias du monde, quand un Québécois ou une Québécoise remporte une médaille pour le Canada, il n'est jamais question que c'est un Québécois ou une Québécoise. Ça en est décourageant. Même pas en France. Puis, pardon? Même pas en France. Écoute, au jeu de Sochi, c'est arrivé à quelques reprises. Parce que je vais voir sur les journaux un peu partout dans le monde, là, c'est arrivé à quelques reprises, le journal Le Monde ont osé dire, ils ont osé nommer Québécois ou Québécoise. Mais c'est toujours le Canadien ou la Canadienne. Alors, à la face du monde, dans des jeux comme ça, nous n'existons pas. Pourtant, les Écossais existent, les Gallois existent, les Irlandais existent. Et puis, ça, c'est un Portoricain qui remporte une médaille d'or pour les États-Unis. Il nommerait un Portoricain. Mais là, ce que vous allez voir, c'est des athlètes québécois remporter au moins la moitié des médailles pour le Canada. Et puis, ces mêmes athlètes-là, ils vont être enrobés de feuilles d'érable et de rouge. Et je vous gage un petit 2, les gars, ceux qui veulent mettre de l'argent contre moi sur la table. Quand vous allez écouter les reportages aux nouvelles, vous allez voir que la première question, c'est tout le temps, êtes-vous fiers
d'être un Canadien ou d'être une Canadienne. Puis nos athlètes, ils n'ont pas de choix. Ils sont mieux de faire attention à la réponse qu'ils vont donner, hein? C'est en plein ça. C'est en plein ça. S'ils veulent continuer à aller dans les athlètes de haut niveau. Pour Justin Trudeau, pour qui les nations n'existent pas, puis que la mondialisation, c'est le Canada qui est tout le temps se ridiculise à chaque Jeux olympiques, puis ça, c'est rapporté des médias un peu partout dans le monde, mais pas au Canada, que les médias se moquent du Canada parce qu'il y a des feuilles d'érable partout. C'en est ridicule. C'est la promotion, la propagande du Canada. Je me souviens, Bob. Les Jeux olympiques, ceux qui me disent que j'entends encore souvent, arrête de mêler la politique avec le sport, c'est roi. Hey, réveillez-vous. C'est juste ça. Exactement. C'est de la politique. C'est indissociable. C'est carrément indissociable. Est-ce que tu te rappelles, Bob, je me rappelle, il y a plusieurs années, il me semble qu'il y avait une nageuse ou une plongeuse qui avait mis qui avait arboré son drapeau du Québec et ça avait fait un tollé, là. C'était monstre. C'est au jeu du Commonwealth en 2002. C'est à Melbourne, si je me trompe pas. C'est à Melbourne. Au jeu du Commonwealth à Melbourne, c'est une nageuse québécoise anglophone, Jennifer Carroll, qui vient de Pointe-Claire, qui a embarqué sur le podium pour se ramasser quand c'est la remise des médailles, la médaille d'argent. Et puis, elle avait un petit drapeau du Québec dans les mains. Dans une des mains. Alors, ça a créé un scandale. Elle a été suspendue par Natation Canada, par Sport Canada. Capoté. Elle touchait de 2000 $ par mois de financement parce qu'elle était dans les athlètes d'élite du Canada. Ça y a été coupé. On doit quand même féliciter une personne. Mais non, il y a deux personnes là-dedans. Il y a Jean Lapierre qui s'est levé. OK. Et aux communes, puis qui a dénoncé ça. Et à ce moment-là, le ministre des Sports, c'était Denis Coderre, qui est allé au fond des choses. Elle a été réintégrée dans l'équipe canadienne. Ils n'ont jamais remboursé toutes les sommes d'argent, Sport Canada et Natation Canada, qu'ils n'ont pas donné, mais a été réintégré dans l'équipe. Et puis l'instructeur, le coach de Team Canada a été congédié 6 mois plus tard. Dave Johnson, son nom. Johnson lui avait dit que c'était la pire écœuranterie qu'il avait jamais vue dans sa vie. Ouais. Ça l'avait rendu les athlètes canadiens malades. Ben voyons là. Aïe. Ça, les gars, c'est pas de la bullshit, là. Non, c'est vrai, moi, je m'en rappelle. Jennifer Carroll sur Google, n'importe qui, Jennifer Carroll, puis Wikipédia va tout vous expliquer l'histoire, vous allez voir toute sa vie. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a eu plein d'histoires avec plein de... Guillaume Leblanc, lui, c'est un coureur québécois, un coureur de fond ou de marche. C'est-tu la marche qu'il faisait? C'est la marche. Médaille d'argent Barcelone. OK. Lui, il a fait le tour, de piste. Après, pas sa victoire, mais sa deuxième place, c'est le seul Canadien qui a déjà remporté une médaille dans la marche, dans la course de fond. Et puis, quelqu'un lui a envoyé un drap bleu, un genre de grand voile bleu aux couleurs du Québec, mais il n'y a pas de fleur de lys dessus, c'est pas un drapeau. Fait que c'est enrobé de ça. Lui, ici, s'est fait suspendre, s'est fait engueuler. Parce qu'il avait porté que Sport Canada, encore une fois, pensait que c'était un drapeau du Québec. Ils sont malades. Ils en sont malades. Oh oui. Et là, Guillaume Leblanc, OK. Ouais. Fait qu'il y en a eu plusieurs. Écoute, il y a plein d'histoires. Je pense que c'est le livre noir du Canada anglais, la 3e édition, il y a quand même un 30-40 pages là-dessus. Qui ont été écrits sur différents athlètes québécois qui ont passé dans le tordeur canadien. Tu parles du livre de Normand Lester, j'imagine? Oui, de Normand Lester, c'est ça. Dans le 3e, parce qu'il a écrit 3 livres là-dessus, le numéro 3, là, il en parle beaucoup. Il y a des histoires que je connaissais, mais il y a beaucoup d'histoires que je connaissais pas. Mais tout ça pour vous dire, les gars, là, vous n'avez pas fini, on n'a pas fini de voir le drapeau du Canada à la télévision, puis
encenser le Canada pendant au moins les 2-3 prochaines semaines. Les 3 prochaines semaines. Et tu trouves ça, on trouve ça paradoxal, hein? C'est-à-dire Justin Trudeau en plus, là, qui arrive avec son concept de premier État post-national, alors que c'est l'État qui beurre le plus les campus olympiques avec le drapeau. C'est incroyable. Moi, je me souviens, ça a commencé, mais vraiment, ça a toujours été comme ça, là. Mais c'est surtout aux Jeux d'hiver au Japon. Là, ça a l'air que c'était ridicule. On s'est fait rire de nous autres tellement on avait l'air vraiment des picnos. Là. Il y avait des drapeaux du Canada. Tu voyais que la Sheila Copps, là, elle avait sûrement fait parvenir 1 million. Ça fait juste pas de bon sens. Et on s'est fait rire. On s'est fait rire. Moi, je suis pas le Canada, là, mais le Canada a fait rire de lui. Là. Mais ça, là, maintenant, tous les médias du monde, c'est la grosse farce. C'est qu'est-ce que vont avoir l'air les uniformes des athlètes canadiens lors du défilé d'ouverture. Manquez pas ça, les gars. Ouais. Puis t'es pas le pays vous allez voir rouge. C'est ça, mais c'est ça qui est, en même temps, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est capoté, c'est que t'es en pays étranger, là, tu t'en vas en Corée du Sud, donc on s'attend par exemple à avoir quand même une dose quand même relativement significative, importante de drapeaux sud-coréens, c'est un petit peu normal, c'est le pays hôte des Jeux. Puis là, tu te ramasses dans un contexte où tu as presque autant de drapeaux canadiens et plus même que de drapeaux sud-coréens, alors que la Corée du Sud, c'est l'autre des Jeux. C'est complètement fou, cette affaire-là. Là. Hey, oui, vas-y, Charles Bob. Moi, je pense que nos Québécois vont encore faire très belle figure. On a, que ce soit Alexandre Harvey, que ce soit nos patineurs de vitesse courte piste, on en a même en longue piste. Dans les bosses. Écoutez, comme à chaque année, je vais ressortir sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, là, mon classement des Jeux olympiques d'hiver, c'est-à-dire que les médailles qui sont remportées par le Québec, mais par des Québécois, Québécoises, vont au Québec, puis celles du Canada, vont au Canada. Puis on va de cette façon-là, on va où on se classerait sur l'échiquier mondial. J'ai hâte de voir ça. Génial. Écoute, on te remercie infiniment pour ton excellente chronique. Il y a M. Bénard qui avait une petite interrogation pour toi. Une petite interrogation pour toi. Écoute, est-ce que tu as été consulter la page de Jennifer Carroll sur Wikipédia? Oui, longtemps, là. Pourquoi? C'est parce que, écoute, je trouvais que tu avais donné beaucoup de précisions là-dessus, puis je t'aurais dit, ça serait peut-être une bonne chose d'aller faire un tour, puis peut-être d'apporter même des précisions. Tu sais que n'importe qui peut s'inscrire, peut construire son compte Wikipédia et venir inscrire, puis compléter. Tu sais, c'est un logiciel, c'est un encyclopédie libre, mais je pense que ça serait une bonne chose, étant donné que tu connais bien le dossier, que tu puisses apporter ta contribution au dossier de Jennifer Carroll sur Wikipédia. Oui, écoute, quand je l'avais lu sur Wiki, là, moi je trouvais que c'était pas mal complet. Là, pendant qu'on se parle, là, je suis en train de... Écoute, je te lançais ça comme ça. C'est parce que j'ai vu juste un petit paragraphe sur l'affaire du drapeau québécois, là, mais je me disais qu'il y a peut-être des précisions qui pourraient peut-être apporter, c'est tout. Écoute, Bob... Ça dépend si tu l'as lu en français ou en anglais, championnat du monde, c'est vrai. Effectivement, tu n'auras pas la même chose. Je pense que, écoute, tu me dis ça, puis... mais je te lance l'invitation comme ça, non, c'est tout. Ils l'ont toutes. Ils appellent ça l'affaire du drapeau québécois. Là. C'est 2 paragraphes, là. Et puis, les grands mots, tout est là. Je pense pas avoir de plus... c'est certain que c'est passé beaucoup de choses par après, là, comme je l'ai parlé. Il y a eu en dessous du pont Jean Lapierre, puis de Denis Coderre, mais il le marque très bien là, qu'elle était suspendue, qu'ils ont retiré son allocation mensuelle par Natation Canada. Puis la jeune fille, là-dessus, elle dit aussi, je n'éprouve aucun regret pour ce que j'ai fait. On m'a accusé à tort d'avoir commis un geste politique alors que ce n'était qu'un signe de remerciement envers mes commanditaires. Tu sais. Et puis, l'entraîneur-chef, M. Thompson, je reviens à ce qu'il a dit, là, soutient que le petit fleur-d'Elysée que brandissait la nageuse a rendu malade l'équipe canadienne. Ouais. Il écrit que ce geste était égoïste, irrespectueux, fâcheux et le plus embarrassant qu'il ait vu par un nageur pendant toutes ces années dans le sport. Hey, c'est fort. Ouais, c'est l'affaire du drapeau québécois. C'est de la maladie mentale. Rendu là, c'est de la maladie mentale. Ouais. Se comporter de cette façon-là. Là. Après ça, regardez, là, je veux pas m'embarquer trop là-dessus, là, mais
on tombe là, dans le Québec bashing total partout. Là, on est des islamophobes. On a des Québécois qui sont fait assassiner en Afrique. Ouais. Comme l'a dit Christian. Par des islamistes. Ouais. Puis on n'en parle pas ici. La famille Carrier. Il y a 7 musulmans qui ont été assassinés par un malade mental qu'on ne sait même pas ses raisons. On ne saura peut-être jamais parce qu'ils vont peut-être nous foutre ça à huis clos. Là. S'ils plaident coupable. S'ils plaident coupable, on s'en va. C'est rendu qu'on est agenouillés sur la parade de la Saint-Jean. C'est nous de la parade de Saint-Jean, puis la parade de Saint-Jean-de-Dieu, la parade de la Reine Marie le 1er mai, puis le 8 décembre, l'Immaculée Conception. C'est rendu ça. Là. Ouais. On aura bien l'occasion de s'en rejaser. Mon cher Monsieur Sirois, encore une fois, merci pour cette excellente chronique. On te dit... préparez-vous, là, ceux qui sont prêts à voter pour la CAQ, là, ils ont un champion dans leur groupe, la CAQ. Là, oui. Lui, la semaine de 60 heures, là, écoute, Christian, tu devras probablement chercher une job additionnelle pour faire tes 60 heures par semaine. Il est fait déjà, puis pas payé. Oui, effectivement, je fais déjà mes 60 heures. Mon problème, effectivement, c'est que je ne suis pas rémunéré pour l'ensemble des heures que je fais. Il faudrait peut-être demander ça au gouvernement du Québec et plus particulièrement au ministère de l'Éducation via le Conseil du Trésor pour être payé pour les 60 heures que j'effectue à chaque semaine. Les professeurs, les seuls qui font vraiment ça, plus dans le réseau médical aussi. Puis, il y a beaucoup de gens qui en font des... Mais je pense que ce jeune homme, premièrement, ne parlait pas au nom de la coalition Avenir Québec, mais parlait vraiment à son nom propre. Ça, c'est de un. Puis, mais je te dis, là, c'est un tata. Autre tata de la CAQ. Effectivement. Ben oui, mais des tatas, mon Bob, il y en a partout. Il y en a partout. On te remercie infiniment. Excellente soirée. On se dit à la semaine prochaine. On passe à une pause publicitaire et on revient avec la chronique de Claude Veilleux. Restez avec nous. Entièrement d'accord avec toi. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radio-infocité.com. Alors, et parlant de nuances, nous arrivons à fond de train. Avec Monsieur Nuance. Avec Monsieur Nuance lui-même. Et non, je ne parle pas de... Bon, j'en ai un peu de nuance. Un nuage. Vivons la nuit, c'est ça que je veux. Oui, c'est à 4h du matin, c'est l'heure de sortir le chien. Ouais, c'est ça. Ouais. Monsieur Veilleux. Bonjour. Notre Rottweiler en résidence. Non, sans plus tarder. Écoutez, faire un petit lien, un lien ténu, mais un lien quand même, avec la chronique de Robert Bob Sirois, notre technicien, a évoqué Wikipédia. Je voulais juste faire remarquer, dire aux auditeurs une remarque, quelque chose que je me suis porté à moi-même simplement cette semaine à propos de Wikipédia. Je trouve que, vu que c'est une encyclopédie libre, c'est sur Internet et on demande des dons, etc., c'est une chose très bien.
Par contre, je remarque une tendance quand je fais une recherche sur Wikipédia, ce qui sera une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps, à voir encore que l'agenda de masse est en train, c'est-à-dire le globalisme de masse, la doxa, quoi, la doctrine libérale, quoi, est en train de prendre le dessus. Par exemple, je suis allé voir justement comment on définissait le marxisme culturel, puis un tas de trucs, puis là, on associe ça d'entrée de jeu souvent à des théories du complot, puis de l'extrême droite, alors que ce sont des concepts qui sont développés depuis des années, qui sont intellectuellement très, très, très défendables, et on voit que ces concepts-là sont de plus en plus... Il y a une tendance, et elle paraît aussi sur Wikipédia, qui se dit indépendant des Google de ce monde et compagnie, parce qu'ils sont indépendants, se disent qu'ils sont pas dans la même gamique, autrement dit, mais je trouve qu'ils sont en train de se faire récupérer. Mais ça, je referme la parenthèse, ma chronique n'est pas là-dessus. Ah, ben tu veux nous parler de quoi? Je vais vous parler, justement, là, j'en ai un peu contre eux. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait l'émission On sort les vidanges, donc ça m'a permis de prendre une petite pause avec les médias. Parce que vous savez, mon émission que j'animais lundi, puis que je reprendrai peut-être un peu plus tard, là, on verra, c'était finalement de critiquer, d'envoyer au vidange à peu près l'ensemble de ceux qui œuvrent dans nos médias de masse. Donc, j'y prenais un malin plaisir. Donc, quand je trouvais qu'il se disait une niaiserie par un politicien ou un chroniqueur, bon, on mettait ça aux poubelles, on reculait le camion, tout ça. Je vais faire un peu un exercice que j'ai fait souvent au vidange. Juste une partie. J'ai demandé à mon technicien si c'était possible de m'aider en ce sens. Je suis tombé, j'étais, comme je le disais, d'entrée de jeu à l'émission. Il s'agit de José Blanchette. José Blanchette qui fait une chronique le matin avec Paul Arcand au 98.5. Puis bon, c'est quelqu'un qui fait de l'humeur. Pas de l'humour, mais elle se spécialise dans les billets d'humeur. Puis c'est quand même quelqu'un de Montréal. Puis c'est quelqu'un, pour ceux qui l'ont entendu un petit peu, c'est qu'elle essaie d'avoir un côté où elle se détache, parce qu'on voit bien que ses amis, c'est tous des libataires. C'est tous des libataires. Ah ouais, c'est tous des libataires. Donc c'est sûr que quand elle parle, puis quand elle vient pour dire quelque chose d'intelligent, elle doit prendre les gants blancs. Mais le reste du temps, elle dit des choses qui sont pas intelligentes. Mais ça, c'est pas de sa faute. Elle n'est pas la pire là-dedans. C'est parce que je peux pas vous donner celui qui aurait eu la palme de la connerie cette semaine, parce que j'écoute un peu moins intensément les médias. Tu sais, il faut se farcir Radio-Canada, la presse et compagnie là, pour faire les vidanges. À un moment donné, quand on les fait pas, on prend une petite pause. Mais bon, dans la voiture... Ça a tendance à donner mal à la tête. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis... j'ai bien beau être fait fort, être capable, parce que vous savez que moi, on m'a toujours dit que le propre de l'intelligence, je ne veux pas dire qu'on est intelligent, mais on essaie de l'être, c'est d'être capable de prendre tout ce qui est, d'aller écouter tout ce qui est la controverse, tout ce qui est l'envers de toi, les idées qui sont contraires, pour être capable au moins de continuer à entretenir ton discours puis de prouver tes positions, quitte à faire la part des choses. Alors, même si je suis assez fort et je suis capable de faire ça, c'est que c'est mur à mur. Moi, je suis contre l'agenda libéral qui est partout. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Vous savez, vous parlez à quelqu'un, il va vous dire « Ah, TVA, ça c'est à droite. » Non, non. Dans le sens de tout à l'heure. 8h50. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le marxisme culturel. Appelez-le comme vous voudrez, l'agenda libéral, progressiste, libtard en anglais, en américain, qu'on a traduit, Christian et moi, par... Libatardé. Mais puis que moi, je me plais aussi à appeler sous une certaine forme de régressisme social et non de progressisme, parce qu'eux se dépêchent à dire libéraux, progrès, alors que dans les faits, quand on regarde le résultat, en bout de ligne, c'est pas un progrès de la société, c'est le contraire. Voilà, c'est ça. Puis là, on est rendu là, c'est-à-dire, on est rendu à un moment où, tu sais, vous savez, comme un lecteur de Chateaubriand comme moi, là, tu sais, un être du 19e siècle, un grand écrivain, quelqu'un qui a pris part à la politique autant à l'âge adulte, autant dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française et après. Alors, c'était un esprit libéral. Au 19e siècle, probablement que j'aurais été libéral. C'est impossible maintenant d'être libéral pour moi, pour quelqu'un qui est littéraire, qui a une certaine culture. C'est impossible pour moi d'être ce qu'on appelle un libéral aujourd'hui, parce que c'est une idée qui est carrément dévoyée, qui est rendue ce qu'on appelle, ce qu'on a traduit ici par libatardé. Maintenant, l'émission. C'est-à-dire que hier,
ça faisait 1 an qu'il y avait eu la tuerie à la mosquée. Donc c'était une cérémonie commémorative qui se voulait être une espèce de moment de recueillement de tous les Québécois. Au final, il faut pas critiquer ça comme tel, parce que bon, il y a eu des morts, c'est un drame, c'est quelque chose. Donc que ce soit commémoré d'une façon ou d'une autre, ça c'est très bien. Notre problème, c'est qu'il faut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire c'est très 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 politique et on voulait inclure ce qu'on appelle l'islamophobie là-dedans. Il y a juste à se rappeler un peu la culpabilisation que nous faisait vivre suite à cet événement. Toute notre clique médiatico-politique, c'était incroyable. C'était toujours de la faute. C'était la faute de la charte. C'était de la faute des identitaires, etc., etc., etc. Ouais. Et maintenant, hier, ce que j'ai fait, c'est qu'en écoutant, je vais promettre aux auditeurs que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je l'écoutais, je savais à peu près ce qu'elle allait dire dans la seconde qui allait suivre, et ainsi de suite. Claude Veilleux, jurez-vous de dire la vérité? Oui, juste la vérité, je le jure. Et rien que la vérité. Bien entendu. Mettez votre main sur la Bible. Oui, voilà. Ou sur le Coran. C'est cela. Pourquoi pas? Alors, donc, ce que je vais faire comme exercice, je vais demander aux techniciens de peser sur roule quand ce sera le temps de rouler, et d'arrêt sur arrêt, et je vais commenter. Simplement dire que, bien entendu, c'est arrangé un peu avec les gars des vues, dans le sens que j'ai écrit ça, là, c'est rétroactif, mais c'est ce que je pensais sur le moment, avant même que la section que vous allez écouter apparaisse. Après ça, je vais vous dire ce que j'en pensais et ce que j'en ai pensé, bien entendu, en écrivant ça très rapidement sur des feuilles de papier. Maintenant, c'est une entrevue, c'est sa chronique d'hier, José Blanchette, au 98.5. 8h57, bonjour José. Bonjour Paul. On revient sur, évidemment, les événements du 29 janvier, l'an dernier, le jour de l'attentat de la mosquée à Québec. Oui, et je pense que c'est une journée, on se demande si on doit la commémorer, même 4 jours, mais je pense que c'est extrêmement important. Puis c'est aussi fort dans l'imaginaire collectif que le 6 décembre, l'attentat à Polytechnique en 1989. Et je crois que ce 29 janvier est aux musulmans ce que l'événement de Poly est aux femmes. C'est un point tournant. Il y a eu un... D'accord. Entendu. Ça devrait, si on écoute José Blanchette, être pour les musulmans, pour l'islam, être la même chose, représenter la même chose que ce que la tuerie qui a eu lieu à la Polytechnique. Oui. Ça, c'est là au moins 20-25 ans. En 87, 88, c'est ça. 89. Juste rappeler très rapidement, la tuerie à la Polytechnique, c'était très clair que le type a tué les femmes parce qu'elles étaient des femmes. C'est ça, par motivation. Maintenant, donc, le lien avec la Polytechnique, je viens de le dire, c'est qu'elle fait le lien avec ça. Donc, on sait que ces femmes, comme je l'ai dit, ont été tuées parce que c'était des femmes désolées. Mais ici, dans l'histoire de la tuerie de la mosquée, l'horreur du drame, malgré l'horreur du drame et malgré le lien qui peut unir les deux événements par la façon dont les victimes ont été tuées, on ne sait pas encore si elles l'ont été pour les mêmes motifs dans le cas de la mosquée. Mm-hmm. On ne le sait pas. Non. Bien entendu, on se dit, il va dans une mosquée, il tire, islamophobie. Il n'y a pas eu de divulgation de la preuve parce qu'on n'en est pas rendu là au niveau des instances. Et ça, c'est une chose étrange, puis je te laisse aller là-dessus. Je trouve très, très suspicieux le fait qu'on ait si peu d'informations après plus d'1 an des événements. Parce et selon moi, c'est fait exprès, ça. C'est à dessein. Hein? C'est à dessein, ça. Mais j'écoutais... Quand on regarde toutes les tueries qui ont rapport avec du terrorisme, d'accord? Puis s'il y a quelqu'un qui a suivi ça, c'est à peu près moi. Je sais pas s'il y en a quelqu'un d'autre qui était assez fou pour suivre la géopolitique mondiale, puis aller voir les médias en France, puis suivre le conflit depuis la guerre d'Irak, là, en 90. Je ne fais que cela, avant qu'Internet existe. Donc, je me suis amusé comme un petit fou avec les débuts d'Internet. Et la technique, c'est toujours la même. On attend de savoir si c'est quelqu'un qui crie Allahu Akbar. Là, on n'a plus le choix, on doit le dire. Puis là, on va faire les bougies, puis on va jouer à non à la haine, non à la haine. C'est toujours la même chose. Mais si jamais on pense qu'on pourrait mettre ça sur le dos, soit de l'extrême droite, soit de groupes nationalistes, soit d'un régime qu'on veut abattre, et là, on y va au toast, et là, on y va dans l'amalgame. Alors, tout ce que je voulais dire pour cette section-là, c'est que je rappelle aux auditeurs, si je fais ça, c'est pour montrer comment ces gens-là, José Blanchette, pas plus que les autres, comment ils pensent
tout croche. Et ce qu'on essaie de déterminer quand on les écoute, c'est est-ce qu'ils sont simplement naïfs ou de mauvaise foi, ou ont-ils un agenda à passer, au travail, ou à l'œuvre. Au travail, c'est-à-dire, puis justement, ils sont payés pour ça. Donc, on y va avec l'autre segment. Réveil, et le PQ préfère parler de sentiments anti-musulmans plutôt que de gestes islamophobes. Et voilà, le mot est lancé. Donc, le PQ préfère parler de sentiments anti-musulmans plutôt que de gestes islamophobes. Encore là, on ne sait pas davantage si c'est anti-musulman. Il faut rappeler que le mot islamophobie, puis là je reviens au mot islamophobie parce que c'est ça la clé de l'affaire. Il faut comprendre que le PQ et la CAQ ont voulu se dissocier de cette idée-là par rapport au mot islamophobie. Hein, c'est par rapport au mot qui est un mot qui a été comme inventé. Un fourre-tout. D'accord, pour aller faire le contrepoids à l'antisémitisme. Ce sont deux lobbies qui s'affrontent maintenant, qui ne s'affrontent plus qu'au Moyen-Orient ou dans les pays où il y a des Juifs et des Arabes, mais qui s'appliquent maintenant dans les pays occidentaux dits chrétiens dévoyés. Oui. Je vais les appeler comme ça. D'accord? Donc, encore là, on ne sait pas si c'est anti-musulman, mais c'est sûr qu'on s'en doute. Quand tu parles avec un libertarien de ces questions-là, il dit « Ouais, mais de toute façon, ça c'est la politique. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont été tués, on commémore. » Oui, mais attention, si le PQ s'opposait au fait qu'on souligne une journée contre l'islamophobie, le PQ ne s'opposait pas quand même à aller commémorer puis être en empathie avec les gens de la tuerie de la mosquée. Donc là, naïveté ou mauvaise foi de la part donc, c'est-à-dire que c'est un terme inventé, hein, l'islamophobie, dans la même veine que celui de l'antisémitisme. C'est de ça que se détachait le PQ et la CAQ. Et là, elle met le PQ là-dedans. D'accord? Là, ce que je me dis, on va le voir dans l'extrait qui suit. Je pense pas que c'est une journée pour faire de la politique ni de la récupération. C'est une journée pour se serrer les coudes, puis se rappeler, puis fraterniser, puis se faire des câlins si on veut, là. Mais pour moi, les rituels, c'est hyper important. Et ça aide, bien sûr, on le sait, on le voit là, quand il y a des veillées après des événements comme ça, les gens ont besoin de se rassembler. Mais c'est pas le temps de parler de politique, puis... Voilà, pas le temps de parler de politique. Et c'est ce qu'elle fait depuis le début, là. Oui. C'est clair que c'est ce qu'elle fait. Elle reproche donc au PQ, puis en passant, guillemets anglais à l'intérieur des guillemets français. Parenthèse à l'intérieur de parenthèse. Parle toujours du PQ, hein? Oui. Pas de la CAQ? Non, effectivement. Là, vous pensez, là, les gens, là, les nationalistes là, comme nous, là, qui vont nous écouter, vont dire « Ah, regarde, elle salit encore le PQ. » Non, c'est ça, l'idée du joujou des médias. Le PQ est le joujou. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On comprend bien que Josée Blanchette, peut-être même va-t-elle voter PQ. Et c'est pour ça qu'elle parle du PQ. Parler de nous en bien ou en mal, c'est comme ça que le PQ reçoit cette idée-là. Ça, c'est les guillemets anglais à l'intérieur des guillemets français. Hein? C'est-à-dire que quand tu veux utiliser les petits guillemets en haut, anglais, tu ne peux les utiliser que lorsque tu as déjà mis les guillemets français. Donc, c'est la parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Donc, elle reproche donc au PQ de faire de la politique et de la récupération politique, donc, alors que c'est elle, comme le Parti libéral, Québec solidaire, Radio-Canada et tous les autres médias qui, eux, font de la récupération politique en intériorisant ce mot islamophobie, parce que le PQ et la CAQ et la majorité, très bien, des gens qui réfléchissent intelligemment sur ces questions-là, refusent qu'on émette ce mot-là pour finalement juste brimer la liberté d'expression, parce que c'est le motif. Le motif, c'est d'empêcher qu'on parle contre la religion. Moi qui ne suis pas un anti-religieux, je le vois très bien. Je vois très bien qu'on attaque la liberté d'expression. Et là, comme elle pourrait, si elle était juste de bonne foi, dire il faut quand même commémorer, mais ne pas embarquer avec ce mot-là d'islamophobie. Et constamment faire de la généralisation excessive. Et voilà, là, on fait de l'amalgame sans aucun problème. Alors, mauvaise foi ou agenda? C'est comme le jour de Noël, là, on préfère pas parler de politique, sans ça, la tourtière passe pas. Mais on s'en fout un peu de notre opinion identitaire dans ces moments-là. Je te dépasse un petit peu. Oui, ça, tu me remettras 1,12. Ici, elle nous joue la maudite partie à vomir des bons sentiments.
C'est-à-dire que moi, j'ai rien. C'est un peu comme toi, dans ta chronique tout à l'heure. Tu sais, tu parles de Taillefer, puis tu veux pas t'attaquer au personnage qui a perdu son enfant. Exactement. De la même manière, moi, je me rappelle, là, c'est un sentiment que je vous dis pour vrai, puis j'aurais pu le dire à la radio là, de façon assez... un peu comme elle, peut-être, mais pas avec la suite. C'est-à-dire, moi, je suis déjà allé à Québec. J'étais dans le quartier Saint-Roch, puis existait un petit boui-boui, là, tenu par un Marocain. Donc, il faisait des sandwichs comme les Marocains, les Turcs vont en faire en France et en Europe. Là, un super bon sandwich que tu mangeras pas chez Amir, là, avec les vraies épices puis tout ça. Ouais, donc. Fait que j'ai super aimé ça. Sa femme, elle avait son voile, pas le visage, tout ça. Là. Puis j'étais bien chumé avec. J'ai même demandé de mettre son petit kéfir sur la tête, prendre une photo. Puis je suis retourné dernièrement, puis il était fermé. Et là, je me suis posé comme question, il fait-tu partie des victimes? C'est normal, ça, c'est humain. Ouais. Donc, ici, elle nous joue quand même une maudite partie à vomir des bons sentiments. C'est le temps de se faire des câlins, mais pas de faire de la politique. Hein? Qui peut être contre l'amour, la fraternité? Vous savez, personne n'a jamais remis en question l'horreur du drame de la Mosquée de Québec. Seulement, on l'a bien vu, la technique de culpabilisation médiatico-politique. Vous vous souvenez? C'était la faute de la Charte des valeurs, cette tuerie. Mais peut-être s'en tiendra-t-elle, c'est ce que je me disais, là, s'en tiendra-t-elle au bon sentiment, la Josée Blanchette? Donnons-lui une chance. Mais on s'en fout un peu de notre opinion identitaire dans ces moments-là. Et voilà, le mot est lâché. Là, on s'en fout des identitaires. Si tu as une quelconque critique, quoi que ce soit contre, parce que je le rappelle, c'est pas contre le fait d'aller dire qu'on compatit avec ces gens-là, qu'on est empathique, c'est sur le mot islamophobie et la journée qu'on veut faire et la récupération politique. C'est nous qui dénonçons ça. Ouais. Et alors, elle dit, faut pas faire de politique, mais elle attaque les identitaires. Comme si les identitaires ont quelque chose à avoir dans ce dossier-là, directement de cette commémoration-là. Clairement. Donc, et voilà, le mot, elle l'a lâché. Nos opinions identitaires, on s'en fout de nos opinions identitaires. Elle passe à côté de ce qu'elle devrait faire, c'est de passer des bons mots pour les familles. Voilà, exactement. Ça va peut-être le faire, c'est pas de problème. On y va avec l'autre segment. Et c'est le temps de faire preuve d'humanité. Et pour moi, en fin de semaine, il y avait des commémorations en Allemagne pour les victimes de l'Holocauste. Et on voit qu'il y a une montée de l'antisémitisme en Allemagne en ce moment. Donc, ces choses-là, ça peut... Je vais couper dans ma chronique un petit peu pour aller très vite sur ce segment-là, mais c'est très clair. Là, voyez-vous, en Europe, elle profite du fait qu'en Allemagne, on a fait une commémoration sur l'Holocauste. Montée de l'extrême droite. Mais elle se pose jamais la question, puis elle a dit qu'il y a une montée de l'extrême droite. Hein? Une montée de l'antisémitisme. Ben, elle se pose jamais la question. Depuis quand peut arriver une montée de l'antisémitisme? C'est sûr que si tu prends une grosse population musulmane, tu les envoies dans des pays comme ça, où il y a des juifs, c'est sûr que l'antisémitisme va monter. Ça, c'est quand on fait son travail. Elle aurait parlé de ça, mais ne vous inquiétez pas, elle ne parlera pas de ça du tout. D'accord? On importe les conflits israélo-palestiniens, arabes, juifs dans nos pays, puis après ça, c'est toujours tu ça. Donc, prochain segment que j'ai écouté, celle-là. Quelqu'un qui disait en fin de semaine que la haine ne disparaît jamais. Elle sait parfois être plus discrète, mais elle finit toujours par revenir. Voilà. Et voilà, ça fait toujours partie de l'agenda. Je le savais avant que ça joue, c'est-à-dire la haine. À chaque fois, ici, elle nous joue la maudite partie. C'est pas celle-là. Ça va avec l'extrême droite, les identitaires, ça. Donc, on voit, bien entendu, ici, que bien entendu, Arcan lâche le mot, la haine. Puis à chaque fois que ça va sortir, que ça va sauter, qu'il va y avoir une bombe qui va sauter, qu'un espèce de fou va tirer, quand ça va se passer dans une synagogue ou une mosquée, on va scander non à la haine. Puis quand un sympathisant djihadiste sera pris la main dans le sac à fomenter un complot, on le récompensera en le nommant consultant dans la lutte antiterrorisme, tout en n'oubliant pas de crier pas d'amalgame cette fois-là. Et là, vous n'entendrez pas d'amalgame. Vous n'entendrez pas ce mot-là. Mais quand ça va être clairement un djihadiste, là, vous allez entendre le pas d'amalgame. Mais, vous avez vu, il y a des amalgames qu'on peut faire allègrement. Par exemple, tout de suite, Bissonnette avec les identitaires. Amalgame qui n'est pas prouvé. Il était terminé? Non. Oui, c'était le dernier que je t'ai... J'ai un 50 à 2 minutes, un 50, là. C'est peut-être pas écrit. Ok, je peux te le repartir là. 1h50.
Tu peux l'arrêter, tout ça, je vais juste simplement 8h57, bonjour José. C'est pas bonjour, grave. Paul. On revient sur... Arrête ça. Je suis désolé. Donc, c'est pas grave, je voulais le laisser défiler, puis simplement terminer ma chronique en disant que le reste de sa chronique, est pas à l'avenant nécessairement, mais on ne peut lui reprocher de parler du côté humain, ce qu'elle va faire un peu dans toute cette affaire. Mais encore là, qu'est-ce qui lui ferait croire, parce que c'est ça que vous auriez entendu dans la dernière portion, que c'était parce qu'il ne connaissait pas de musulmans que Bissonnette en est arrivé là, parce que c'est ça qu'elle dit. Elle fait parler quelqu'un qui dit « Moi, mon père est mort, puis j'ai l'impression que s'il m'avait connu, il n'aurait pas fait ça. » Mais qu'est-ce qui lui fait croire ça? On ne le sait pas. C'est peut-être justement, il y a même des théories qui disent que c'est peut-être parce qu'il connaissait quelqu'un qui a fait ça, puis que c'est peut-être passionnel. Donc, sa chronique, c'était, comme toutes les autres chroniques que les Patrick Lagacé de ce monde au Québec peuvent nous faire, de la marde. C'est de la marde. Je vais acheter la poubelle. Merci, M. Veilleux. Merci encore une fois pour cette chronique en feu. Alors, écoutez, on vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres encore cette semaine au Chien Fou. Il nous reste, en somme, moins d'1 minute à l'émission. Et on vous demande de rester sur nos ondes de Radio Infocité parce que dans un instant, c'est comme le fait la promotion de nos annonces, c'est le Journal du Soir avec François Saint-Louis. Et ce soir, il y a une invitée spéciale. Qui, ça? Donc, c'est nul autre que Monsieur Brouillette de la Meurthe, Sylvain Brouillette de la Meurthe, à 22h, qui va répondre aux questions de François Saint-Louis et qui, par le fait même, répondra très certainement de vive voix à Justin Trudeau et à son affirmation d'hier soir. Donc, ça promet d'être intéressant. Restez sur les ondes de Radio Infocité. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. 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 Merci. Bonsoir. Ce sont les derniers... Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com.